Bienvenue à tous, merci d'être là avec nous ce soir. C'est un événement SaaStock Paris, pour ceux qui ne connaissent pas. SaaStock, c'est un événement européen qui a lieu à Dublin une fois par an, en octobre, qui a été fondé par un type adorable qui s'appelle Alex Thomas et qui a voulu créer des micro-événements SaaStock dans les grandes villes d'Europe. Donc il y en a à peu près dans toutes les grandes villes d'Europe et Paris est une de ces villes. Et Vincent et moi-même, on anime ces soirées et on fait ça bénévolement, donc ça ne nous rapporte rien. Voilà, ça marche plus. Ouais. C'est pas grave. Attends, c'est l'autre, tu l'as pris ? Avec la main. Donc, si, ça marche. Donc c'est pour give back to the community, comme disent les Américains, et on espère que le contenu que vous allez voir ce soir va vous apporter des choses et vous apprendre des choses et vous inspirer. Donc ce soir, on fait parler Thibaut Renouf. Et le sujet, c'est comment est-ce qu'ils ont fait pour croître de 0, alors Vincent disait de 1, mais ils ont été de 0 à 1 aussi à un moment quand même, hein, de 0 à 30 millions d'ARR, en faisant 99% d'outbound. Alors moi, la question qui va m'obséder, c'est c'était quoi le 1% qui restait ? Et on verra. Partenariat. Partenariat. Plein de petits trucs. Et donc c'est la thématique de ce soir. Et Thibaut nous a préparé une jolie présentation. Le but du jeu, c'est qu'on fasse un peu de ping-pong avec lui et qu'on pick his brain, comme on dit, et qu'on le fasse parler sur comment il a fait, les challenges qu'il a rencontrés, qu'ils ont rencontrés, comment ils les ont résolus, et que vous puissiez apprendre de ça. Moi, l'outbound, j'ai pas fait, donc ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai fait tout l'inverse que de l'inbound. Et donc, je laisse la parole à Thibaut pour qu'il nous parle un peu de tout ça. Alors, déjà, premier point, c'est Vincent qui a tout fait, donc il vous présentera aussi Vincent qui est CRO. Pas que je dis Head of Sales, parce que c'est pas plus large que juste Head of Sales, qui est arrivé avant moi et c'est lui qui m'a fait découvrir la vente et qui m'a formé un peu à ce sujet qui est assez passionnant. C'est pour ça qu'on aime bien prendre la parole sur la vente. Et donc, quand Émeric nous a proposé un événement SaaStock, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que ce qu'on savait bien faire, c'est la vente outbound. Faut savoir qu'on n'avait pas de marketing jusqu'à 4-5 millions d'ARR et qu'on a beaucoup fait via de la vente en prospection sortante, comme on dit. On a structuré un peu ça autour de d'abord vous présenter partout assez rapidement parce que c'est pas forcément le cœur du sujet, mais ça vous permettra d'avoir un peu de contexte pour essayer de comprendre dans quel contexte on a fait cette ARR. Ensuite, on parlera un peu de notre structure de vente, donc les différentes équipes qui composent les sales chez partout. Ensuite, on parlera culture et philosophie de vente, et là, je laisserai un peu plus Vincent parler. Deux points qui sont très importants aujourd'hui. Le premier, c'est que en fait, Vincent et moi, on préfère 100 fois répondre à des questions que présenter des slides. Et ça, je pense que c'est un truc qui est particulier et qui est important quand on est sales. En fait, on aime la discussion, non pas la présentation. On pourra parler phase de découverte, c'est un peu dans cet état d'esprit. Et le deuxième point, c'est que on présente chacun une partie, mais le but c'est que Vincent puisse parler. Ce sera plus facile pour lui parce qu'il a une voix qui porte, ce qui est très important quand on est sales, et que moi j'ai une voix un peu fluette, et surtout que j'ai plus de voix parce que j'ai fait un webinar ce matin pendant 1 heure et donc je suis un peu fatigué. Mais j'essaierai de compenser ça par un micro. C'est parti. Donc pas de problème pour poser des questions, et vous avez levé juste la main, on coupe et on vous laisse la poser. Ça vous va ? Vous êtes chaud ? Et juste avant, on avait envie de savoir avec Thibaut quel type de personnes sont dans la salle. Qui est sales, qui est founder ou CEO et qui est sales manager. Donc qui est sales ? Le account exec, les SDR, les BDR, les account exec. Ok. Qui est manager sales ? Oh, pareil. Ok. Et qui est CEO ou founder ? Oh, on a un okay. tiers. Et l'autre chose aussi qui est assez important, c'est quelle taille de deal, moins de 5K, 50 à 20 et plus de 20, parce que ça permet d'orienter le discours. Nous, on a des cycles de vente qui sont assez longs, on a des paniers moyens qui sont assez élevés, mais on en a aussi des plus petits, donc ça nous permet d'ajuster le discours. Moins de 5K, 5 à 20 et plus de 50. C'est un tiers sur chaque truc, donc on va pas du tout ajuster. En fait, on va vous servir le truc comme c'était prévu, sans ajustement. Ok, bon, c'est assez varié, mais je pense que toutes les problématiques peuvent être reliées. Donc là, je vous ai déjà donné le plan. Juste pour donner quelques chiffres sur partout, donc on a été créé en 2014. Point de détail, moi je suis arrivé en 2017, juste après Vincent. On est 2 CEO chez Partout, donc moi je me suis occupé du scale, c'est-à-dire la structuration, le passage à l'échelle, comme on dit en français, entre environ 400-500 000 euros d'ARR jusqu'à 31 millions aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi que j'avais mis de 1 à 30, parce que je ne suis pas arrivé de 0 à 500 000.
On était une quinzaine. Et Vincent était juste un des premiers sales et le seul sales au départ quand je suis arrivé. Aujourd'hui, on est 400. On est présent dans 2 grands bureaux, à Paris comme ici. Donc on a 3 étages au-dessus, derrière. Et à Barcelone, où on a une trentaine de personnes, principalement des sales. Et on vend dans 150 pays. Puisqu'on est leader au Mexique, au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, on fait 500 000, même presque 1 million maintenant en Arabie Saoudite. On est présent aussi, on est leader en Italie, en Espagne. Donc on a une équipe qui est très internationale. On a ici dans les bureaux de Paris une trentaine de nationalités différentes. Et donc c'est important pour que vous ayez le contexte. En 2022, on a fait 70% de croissance. Cette année, on est plutôt à 30-35%. Donc il y a un ralentissement, mais on continue à être en très forte croissance, donc on peut parler aussi de ces périodes. En 2022, on est passé de 200 à 400. Donc en termes de rythme d'accélération, ça fait environ 20 personnes par mois, ça fait une personne par jour. Donc c'est assez intense. On pourra en parler. Là, vous avez une petite carte des pays dans lesquels on est présent. Pour vous donner un peu la globalité, donc vous allez voir dans la répartition, en gros, on a 4 grandes équipes. On a une équipe qu'on appelle Revenu, qui comprend toutes les équipes marketing et sales. On pourra parler des différents types de sales, parce qu'on a des Sales Solution Consultants, on a des BDR, on a des CAM, etc. On va en parler rapidement. On a une autre équipe qu'on appelle Customer, dans laquelle on intègre les Customer Care, les Customer Success, CSM, comme on dit. Première question. On pourra avoir la presse ou on va tout le temps... Non, vous aurez la presse. Franchement, il n'y a rien à cacher. En plus, apparemment, c'est enregistré. donc tout est libre. Et dans l'équipe revenu, point important, il y a le marketing aussi, puisque maintenant on a une équipe marketing qui est assez importante. Ensuite, il y a la partie tech, qui inclut à la fois les développeurs et le produit, la data, les QA et plein de métiers plus tech. Et la dernière partie, c'est l'équipe scale, dans laquelle on a intégré notamment la finance, la HR, les ops, le knowledge, l'enablement, la strat, etc., avec plein d'autres métiers. Ça nous arrive de faire des trucs pour expliquer toute la structure qui est un peu... il y a plein de métiers un peu particuliers avec les product marketing managers qui sont dans l'équipe revenu, etc. Une des particularités de partout, ça a été la croissance assez forte, mais assez exponentielle. En fait, on a mis longtemps à atteindre notre premier million de revenus. Là, aujourd'hui, beaucoup de boîtes lèvent et atteignent leur premier million en 1 an. Nous, on a mis 4 ans. Voilà. Donc, je pense que c'est une particularité. La raison principale, elle a été que, d'une part, l'écosystème était différent. D'autre part, il n'y a pas eu de levée de fonds. Donc, on a été bootstrap jusqu'à 3 millions d'ARR. Ça aussi, c'est une autre particularité. On fait partie de la génération des Payfit, des Alan, en termes de date de création. Mais on n'a pas du tout été sur les mêmes courbes de croissance. Au début, ils ont eu beaucoup plus de croissance. Et là, on continue à avoir des croissances assez fortes. Là où aussi, potentiellement, mais ça se ralentit peut-être un peu. Et une autre spécificité aussi, c'est que habituellement les entreprises commencent par le marché SMBs et après se dirigent vers l'enterprise, donc vont upper market. Quand nous, on a un peu fait l'inverse, on a commencé par enterprise et on a voulu ensuite ouvrir sur les SMBs. Je pense que c'est une raison stratégique pour ouvrir notre taille de marché. Donc on a des SMBs qui sont en France et en Italie. Et l'autre raison aussi, c'est que on a une solution qui peut être gérée au niveau des directions marketing, mais on veut aussi qu'elle soit gérée au niveau du local. Et donc c'est un élément différenciant qu'on a choisi de développer. Et en gros, on vend aux directions marketing, mais on fait en sorte que notre app soit utilisée par des responsables de magasins. Et on a 300 000 établissements sous gestion sur notre outil de diffusion des informations. Et en gros, ces 300 000, le fait de travailler aussi sur l'équipe SMBs, donc des commerçants indépendants, nous permet d'augmenter notre connaissance sur le marché des indépendants. Et donc, on arrive à mieux vendre à la direction marketing parce qu'on vend au local, parce qu'on a des équipes SMBs. On va vous expliquer un peu le produit qu'on a. Ouais. C'est quoi le SMB pour vous? Ouais. En gros, nous... quand tu fais un pricing, le truc que tu vas utiliser, c'est ce qu'on appelle une value metric. Une value metric, c'est ce qui va définir le prix que tu vends ta solution. Donc par exemple, Salesforce, sa value metric, c'est le nombre de users, donc ton nombre de sites. Donc plus tu as de sales qui utilisent Salesforce, plus c'est cher. Et en fonction, tu vois, dans les télécoms, ça va être un autre truc, et chez partout, la value metric, c'est le nombre de points de vente. Donc on va définir, plus tu as de points de vente, plus tu payes cher. Et donc on va définir des réseaux de plus de 15 points de vente, c'est ce qu'on appelle des enterprises. Et les indépendants, genre le boucher du coin, je vais expliquer rapidement ce qu'on fait, mais lui, il va avoir un panier moyen plutôt de l'ordre de 1000, 2000 euros grand max, et il paye en indépendant. Et donc ça, c'est un SMB, c'est ce qu'on appelle Small and Medium Businesses, donc c'est des plus petites boîtes. Et donc sur la partie enterprise, on va aussi avoir des segments où on va avoir ce qu'on appelle le SME, je ne sais pas s'il y en a qui se segmentent aussi comme ça, mid-market et key account. Donc le SME, c'est souvent des deals qui sont autour de 12K, mid-market, c'est jusqu'à 50K, et après on monte jusqu'à 500 000 euros certains deals. On doit avoir 3-4 clients à plus de 500 000 euros, et Vincent en parlera aussi, on a pas mal de clients au-dessus de 100 000 euros. Mais pour que vous compreniez, on a commencé sur du mid-market,
Et en fait, on a étendu notre marché adressable à la fois en allant chercher les petits commerçants et en allant chercher en gros clients. Et je pense qu'une des choses très importantes pour que vous puissiez voir la stratégie de partout, ça a été de commencer sur un marché très spécifique. Comme le disait Vincent, on a commencé Enterprise Mid-Market. Et quand on a bien poncé ce marché, on est allé up-market et down-market, là où d'autres boîtes commencent par le bas et montent. Donc différents types de croissance. Je vous explique en 2 minutes ce qu'on fait. En gros, vous utilisez nos technos tous les jours parce qu'on met à jour les informations des points de vente sur toutes les plateformes que vous utilisez au quotidien. Quand vous utilisez Waze, TomTom, IR, Apple Plan, les points de vente Instagram, Google Maps, toutes ces données, c'est nous qui les mettons à jour. Ça, c'était notre premier produit. Là, on est devenu leader européen sur ce produit. Et ensuite, on a construit d'autres produits comme la gestion des avis. Donc, si vous mettez un mauvais avis sur un Castorama, en fait, ça rentre dans notre plateforme et le responsable de Castorama a une app mobile qui lui permet de répondre. Et après, on gère aussi les réseaux sociaux, les messageries et plein. En fait, on a une suite de produits pour les points de vente, pour digitaliser les points de vente. Et comme le disait Vincent, on a commencé sur la partie entreprise, mais quand on signe un Toyota à, je sais pas, 30-40 000 euros, il va donner la main à tous les concessionnaires Toyota. Et donc en fait, on a un contact avec ce qu'on appelle les SMBs, qui sont les points de vente du groupe Toyota. Et donc on a commencé à développer une app mobile qu'on a distribuée ensuite aux SMBs. C'est clair pour tout le monde ou pas? Okay. Vous avez des questions sur cette partie-là? Non. Des oui et des non. Hop. Là, c'est un peu comment on a structuré notre offre. Il y a des sujets passionnants autour de comment on structure des plans, comment on structure des options, comment on fait son pricing. Nous, on a fait 3 grandes propositions de valeur: être trouvé, être choisi et obtenir plus de clients. Et on a structuré nos produits comme ça avec des couleurs, etc. que vous retrouverez à chaque fois chez Partout. On est assez dans la communication visuelle. Voilà pour la partie produit et Partout. On va maintenant parler de la structure. Oui. Ces offres, vous les aviez dès le début ou vous avez petit à petit rajouté des offres à votre catalogue? Non, on a commencé uniquement sur le presence management jusqu'à environ 3 millions d'ARR. Ensuite, on a développé un deuxième module qui était les avis, donc la gestion des avis sur Google, Facebook, machin, dans notre plateforme, ce qui a été demandé par nos clients. Ensuite, il y a une troisième brique qu'on a rajoutée qui a été le Store Locator, qui est en gros les sites, quand vous allez sur le site de Club Med et que vous devez trouver une agence, en fait, c'est nous qui faisons la carto, l'optimisation derrière. Puis on a ajouté la partie message. Et on continue à en ajouter des nouveaux quotidiennement. En fait, on a une équipe de 100 développeurs qui est assez bien structurée, enfin 100 équipes tech, et qui est structurée en petites tribes, donc comme des squads pour ceux qui s'intéressent à Spotify, comment c'est foutu. Et on a 15 squads qui travaillent en parallèle pour développer des nouveaux produits, des nouvelles fonctionnalités. Et c'est comme ça qu'on a ajouté continuellement de nouveaux produits. Et un élément qui peut être intéressant juste sur la manière de structurer l'offre. Vous m'entendez bien ou pas quand je parle? Oui, sur la manière de structurer l'offre, on a fait le choix pour l'instant quand on présente notre solution de présenter par produit, parce qu'en fait chacun des produits va être assez facile à expliquer en une phrase, plutôt que d'essayer de trouver une phrase globale qui est souvent, je trouve, assez... Enfin, qui parle à personne. À chaque fois qu'on va présenter un client, bah voilà, on est une plateforme de marketing local. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on voulait éviter. Et donc on est plutôt sur des propositions de valeur et on présente nos 4 produits ou nos 5 produits un par un pour expliquer le parcours d'achat du client, plutôt que de dire bah, on est une plateforme de marketing local et ça parle à personne. On va vous expliquer aussi, en fait, pour vous donner vite fait, en gros, les SMBs, on a fait un plan où toutes les offres sont ensemble et on vend un package. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir un prix assez élevé pour rentabiliser notre coût d'acquisition client. Donc ça, c'est un business à part. Et Vincent et moi, on n'a jamais vendu à des SMBs. On a une équipe qui est dédiée pour les petits commerçants avec Romain qui est le CRO sur la partie SMB, ce qui fait environ 6 millions. Et le reste est sur la partie enterprise. Et on a des équipes qui sont en charge de faire de l'acquisition sur, par exemple, le produit de présence management. Et ensuite, notre objectif, c'est d'upseller les clients, c'est-à-dire leur vendre soit plus de licences, donc plus de points de vente, soit cross-seller, c'est-à-dire vendre plus de produits. Et là, on va avoir, je sais pas, Carrefour qui fait le presence management avec nous. Et notre objectif, c'est de lui vendre les autres modules et de faire de l'upsell pour augmenter le NRR. Tous les CEO qui sont là. Le NRR, c'est Net Retention Rate. Ouais. Ça veut dire que du coup, quand même, ton produit, parce qu'on parlait justement d'outbound et comment tu acquiers tes clients via l'outbound, ton produit d'appel, entre guillemets, en tout cas celui par lequel tu commences l'outbound, c'est bien le presence management. Ouais. Et c'est ça qui, au téléphone ou par mail, que tu pitches. Ouais, exactement. C'est quand même la stratégie qu'on a mis en place depuis le début, qui s'appelle une stratégie de land and expand. Tu lands sur un produit et après tu étends. Et là, en 2024, on a accentué ce côté land and expand, et surtout pour l'international. En gros, on se sert de nos clients sur un produit présence management. Par exemple, Adecco en France, on va s'en servir pour après aller chercher Adecco Espagne, Italie, etc. Mais toujours sur un seul produit en land. Donc on atterrit rapidement et après on expand sur les différents pays. Après on expand sur différents produits.
Ouais. Pardon, mais du coup, tu continues d'aller outbound sur un Adecco Espagne alors que tu as déjà Adecco France. Mais est-ce que, tu vois, la logique voudrait peut-être de dire le Adecco France, en plus comme c'est une boîte française, est capable de me recommander chez Adecco Espagne? Et ça, c'est trop lent. En fait, ça veut dire que tu vas dépendre de ton interlocuteur et tu vas on se pose la question de outbound et inbound. Même au sein des clients, on est en train de se poser la question de faire de l'outbound. En gros, on a une équipe de CAM qui gère trop de clients. Okay, donc on va recruter plus de CAM, on va diminuer le nombre d'acomptes par CAM. Mais malgré tout, les CAM n'ont pas un esprit de prospection parce que c'est quand même ils ont l'habitude de gérer des clients et pas d'aller chasser. Donc, on se pose la question en S1 là, de recruter des BDR sur CAM, donc des BDR sur clients. Donc là, outbound, on le fait pour l'acquisition, on va le faire pour les clients et on le fait clairement pour l'expansion internationale parce que sinon, ça veut dire que tu dépends du bon vouloir de ton interlocuteur. Et on en parlera après, mais notre stratégie d'expansion internationale, elle est beaucoup basée sur le expand from our clients. Désolé pour les anglicismes, mais c'est comme ça que j'ai titré cette partie de la stratégie. Et donc, en gros, lorsqu'on va commencer à attaquer un pays, on a un système de Worldwide Rush. Je passe un peu, mais c'est pas grave. Bien, je pense. On a un système de Worldwide Rush où, en gros, dès qu'on prend un rendez-vous avec Adecco en Espagne, tu vas avoir l'ensemble des BDR des différentes régions qui vont aller prospecter Adecco France, Adecco Italie, etc. On a mis droit les uns et les autres au fur et à mesure que les rendez-vous vont commencer, que les opportunités vont être prises. Et après, tu vas signer les différents pays à des dates différentes, ce qui fait que quand tu vas revenir au HQ en Allemagne ou au UK, tu vas arriver plus fort. Donc on va faire une stratégie de two ways qu'on verra par la suite. On contacte le HQ et on contacte les pays en local. Ce qui fait que quand tu arrives au HQ une seconde fois, tu arrives plus fort. Et surtout, il ne peut pas te sortir, tu ne peux pas perdre l'appel d'offres parce que tu as déjà des dates de renew qui sont différentes selon les pays. Et donc, pour te sortir et mettre quelqu'un d'autre. J'espère qu'Adecco. Oui. Pour info, on fait exactement la même chose et on a exactement la même conclusion qui est que c'est un métier de chasse. Cette expansion de compte dans une même marque, c'est un métier de chasse. C'est pas un métier de customer success. On a essayé avec les CS, ça marchait pas du tout parce qu'il faut un chasseur pour faire ça. Et même, il y a, parce que Vincent a mis en place, c'est GFA, je trouve que c'est cool. En gros, quand on commence à avoir Nissan en France, en Espagne, en Italie, il y a un autre concept qui est c'est le General Framework Agreement. Ouais. Le General Framework Agreement qui est un GFA. En gros, on va avoir la maison mère. Potentiellement, Nissan, ça va être une des maisons mères, enfin des régions, ça va être l'Europe. On va leur dire, voilà, on bosse déjà avec 3 pays. Comment on fait pour mettre en place des conditions d'achat, donc des SLA, donc Service Level Agreement, et potentiellement d'autres trucs, pour qu'on signe un contrat et on englobe tous les pays. Mais parfois, ces pays, c'est juste des conditions auxquelles on peut faire tomber les autres pays. C'est-à-dire que c'est pas un contrat, vous avez des contrats cadres, mais vous avez aussi des services, des Global Framework Agreements. Le contrat cadre, c'est vous faites tomber tous les pays d'un coup, contrat créé de machin, et GFA, c'est je signe des conditions, et comme ça, chaque pays peut rejoindre le contrat à des tarifs préférentiels. Et c'est là où je trouve que les petites startups ou gros scale-up comme nous, on a une carte à jouer face à nos gros concurrents qu'on peut avoir américains ou allemands. C'est qu'en général, eux, ils vont avoir la capacité d'aller au HQ et de signer un gros contrat, même un gros GFA. Par contre, ils n'auront jamais la capacité d'aller les chercher un par un. Là, en ce moment, on est sur un gros deal en France pour 700K et notre seule chance de le gagner, c'est de vendre le côté, on va signer la France, mais le reste en fait des autres pays, seuls nous, on va être capable d'aller les chercher, autant en vente qu'après en customer success par pays. Alors que les gros Américains, en général, ils vont être capables, ils vont avoir une meilleure capacité à gagner le deal face à nous au HQ, mais ils vont jamais réussir à le déployer en local parce qu'ils sont passifs sur le fait que les pays viennent à eux, alors que nous, on va aller chercher les pays. Et donc ça, c'est un élément de se différencier. S'ils signent un contrat cadre, ils ont gagné. Ouais, ils ont gagné, mais ils n'arriveront pas à le déployer. Tu vois, on a eu le cas avec Renault, ils ont signé un contrat global, avec Stellantis, ils ont signé un contrat global, ils n'arrivent pas à aller chercher les pays. Donc au final, tu n'as que la première partie de ton projet qui est mise en place, alors que eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'ensemble des pays rejoignent pour unifier les outils. Et donc, qui peut unifier les outils? Toi, en allant chasser les outils, en allant chasser les pays et en allant les convaincre un par un. Alors on est très sur des contrats à plus de 100K, ce qui est peut-être loin de... En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est... le point qui est le plus important à retenir, c'est qu'on ne vend pas de la même manière à quelqu'un qui paye 2 000 euros, qui paye 10 000 euros, qui paye 20 000 euros, etc. Et la difficulté qu'on a et qu'on a eue, et je pense que c'est une difficulté que tout le monde a, c'est il faut définir clairement ta cible. Et si tu veux pêcher du 100K, en fait, tu vas te prendre 15 portes avant de craquer le truc. Et donc on passe beaucoup de temps même à perdre des deals et à se dire ok, là on a compris que la presse cybersécurité ou la presse API, il faut qu'elle soit beaucoup plus grande et on s'inspire aussi de ce que font nos concurrents. Donc on est en montée de gamme sur ça. En bas pareil, c'est juste de la vélocité de vente pour les SMBs et c'est donc je pense que ce qui est important, ce qu'on a réussi aujourd'hui chez Partout, ça a été de s'étendre sur différents types de cibles.
Mais en vrai, je pense que c'est pas mal d'être assez focus si vous avez un marché adressable assez grand, parce que c'est très très chronophage et fatigant d'apprendre à chasser différents types de cibles. Et Vincent et moi, on est pas. Enfin, Vincent, toi, tu le faisais plus. Mais moi, je pourrais pas vendre à des petits commerçants. J'ai pas les bons arguments. Et c'est juste une autre manière de vendre, quoi. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que fondamentalement, votre opérationnel est plus efficace que des clients eux-mêmes pour déployer une solution à grande échelle. Alors, en fait, c'est un cas un peu spécifique. Mais les grands groupes, il y a toujours le HQ et les pays. Et les pays et le HQ, ils s'entendent pas toujours bien. Parce que le HQ, il est français, allemand ou autre. Et les trucs, ils disent non, on a nos spécificités, pourquoi ils veulent nous imposer des solutions. Donc, le HQ, il peut donner des directives, mais il ne peut pas imposer. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est on va gagner le buy-in des pays pour ensuite remonter au HQ et avoir des promoteurs, des champions. Tu vois, c'est dans la méthode médic, tu as besoin de champions. Et en fait, parfois, tu arrives sur un deal européen et en fait, le UK arrive avec son prestat, toi, tu arrives avec la France et puis tu as un autre gars qui arrive et qui dit « moi, je veux celui-là ». Tu te batailles, mais si tu as l'Espagne en plus avec toi, hop, tu peux gagner l'appel d'offres. Donc, c'est pas qu'on est meilleur pour déployer, mais c'est bien d'avoir des trucs pour le déployer et surtout d'avoir des places dans tous les pays pour être capable de déployer. On va peut-être passer. La réalité qu'il décrivait, c'est qu'effectivement, chaque pays va prendre son truc, et si toi, tu as réussi à noyauter tout le truc, derrière, c'est toi qui gagne. Parce que le HQ qui impose tout à tout le monde, enfin moi, pour faire beaucoup de réseaux et avoir vendu à beaucoup de marques comme ça, c'est pas vrai. Ils sont tous en train de se tirer la bourre. Moi, je veux ça, toi, tu veux ça, moi, je suis pas content. Est-ce que tu as dans tes équipes, les Français n'aiment pas les Américains et les Allemands trouvent que les Français, ils sont trop lents? Bah, il y a pareil entre les HQ et les pays. Et donc, si toi, tu arrives à gagner par le bas, bah, tu t'imposes comme ça, quoi. Ouais, je pense que le truc à retenir, c'est sur dès que tu es à plus de 50K, tu as quand même une partie politique. Ouais. Et tu as quand même une partie, genre, en fait, tu joues avec t'as plein d'interactions. C'est ce qui est assez drôle et assez sympa. Mais le point, peut-être aussi, un deuxième point à retenir. Le premier point, c'est très politique. Et le deuxième, c'est que un appel d'offres, c'est souvent orienté. Donc tout appel d'offres est forcément orienté. La question c'est est-ce que c'est toi qui l'as orienté ou est-ce que c'est le concurrent. Après, tu peux quand même gagner un appel d'offres qui a été orienté par un concurrent parce que tu arrives à retourner le truc. Mais c'est vraiment des trucs où quand l'appel d'offres est lancé, souvent il a été initié par un pays où il a été orienté. Mais bon, faut qu'on passe parce que sinon on va parler que de très grands comptes et je pense qu'il y a plein d'autres sujets. Déjà, pour que ça soit clair pour tout le monde, la structure qu'on a, on a des BDR, SDR en prospection. Leur KPI c'est le M1, nombre de rendez-vous. M1 c'est Meeting One. C'est phase de découverte et c'est ce qu'on calcule pour avoir la vitesse de création de pipe. Le deuxième... Je peux juste rajouter un truc là-dessus. Le côté BDR et SDR, au début, on nous les appelait SDR parce qu'ils avaient pour seule mission de prendre des rendez-vous et de les donner directement aux sales. À un moment donné, j'ai voulu switcher pour qu'ils qualifient plus avant d'envoyer aux sales. Et donc, je les ai transformés en BDR. Sauf que j'avais commencé à faire ça juste au moment où le Covid a commencé. Et en faisant ça, on s'est rendu compte que le cycle de vente, il s'allongeait. Et donc, il y a plein de boîtes où tout le monde se dit il faut que les BDR qualifient. Moi, je trouve personnellement que les BDR qui qualifient, c'est si jamais tu as besoin d'avoir moins de deals et que tu veux que tes sales se focus sur les meilleurs deals. Nous, on était dans un marché d'acquisition puisque le marché était assez peu équipé. Et donc, la stratégie, c'était plutôt se faire connaître par le maximum de monde. Et comme les budgets ne sont jamais alloués pour une solution comme la nôtre, on préférait que le sales ait directement le meeting et donc et raccourcir le cycle de vente. Donc, on a arrêté le côté je suis BDR, je prends un rendez-vous pour moi, je qualifie et j'envoie un rendez-vous qualifié. Il prend le rendez-vous, il qualifie en quelques secondes au téléphone et il envoie directement à l'AE qui lui va être en capacité de créer la valeur et d'augmenter les chances d'ouvrir un deal et de le closer. Donc le côté SDR qui qualifie, c'est pas forcément la meilleure solution, mais ça dépend de la taille aussi du deal. C'est intéressant du coup, est-ce que ça crée pas une espèce de pipe qui est trop lourd pour tes AE et une espèce de problème de priorisation, ils sont un peu noyés parce qu'il n'y a pas beaucoup de qualité? Comment tu t'organises là-dessus? Ouais, c'est une bonne question. Là, on a toujours un énorme débat sur comment cleaner le pipe et c'est un travail du quotidien. Donc en gros, ce qu'on fait déjà, c'est qu'il faut déterminer assez tôt les raisons pour lesquelles vous voulez ouvrir une opportunité et les fixer dans le temps parce que quand vous allez être sur ouvrir différents pays, il faut que tout le monde ouvre les opportunités pour la même raison, pour avoir les mêmes KPIs comparables dans le temps et d'un pays à un autre. Une fois que vous avez ces trois raisons-là qui peuvent être plus ou moins complexes, donc si tu trouves qu'il y a trop de pipe qui rentrent, tu augmentes la complexité des raisons pour ouvrir une opportunité. Et après, c'est un travail de clean au maximum des opportunités régulièrement. Et donc, de qualifier avec une méthode comme Medic, par exemple, tu qualifies tes opportunités, mais aussi tu les disqualifies et tu fais en sorte d'avoir un pipe clean. Mais en tout cas, genre entre le M1 ou le R1 et le pipe créé, tu as plus de sens si jamais c'est le sales plutôt que le SDR. Je pense qu'aussi, on a moins besoin de qualifier notre pipe. Parce que quand tu as des points de vente, aujourd'hui, avoir une solution qui te met à jour sur toutes les plateformes, c'est devenu un must-have. Donc,
Si le BDR il arrive à prendre un rendez-vous avec quelqu'un et que ce rendez-vous c'est pour faire que le mec il a des points de vente et qu'il travaille dans le marketing digital, il y a de grandes chances que ce soit intéressant, ne serait-ce que discuter. C'est pas sûr qu'on ouvre une porte, parce qu'il y a des critères qui permettent d'ouvrir des portes, mais c'est quand même, si la personne elle prend à la main, c'est que c'est déjà un peu qualifié. Le cas où on a vu, c'était en Inde, où on avait beaucoup de M1, et tu t'arrivais, le sales arrivait, il disait ouais, je suis directeur financier, mais ça m'intéresse de parler avec une boîte européenne. Tu te rends compte qu'en fait, on les BDR ne qualifiaient pas, donc là, ça dépend des cultures, et ça dépend des situations, mais en France, on n'avait pas besoin de mettre les BDR qui qualifiaient. En Inde, on a demandé aux BDR de beaucoup plus qualifier parce qu'on avait trop de meetings. Mais en France, c'est pas un problème. Moi, je posais une question un peu naïve, est-ce que tu peux redéfinir ce que c'est un BDR et un SDR? Oui, redéfinir SDR et BDR, en fait c'est juste des équipes qui prospectent principalement. Ils ont pour seule mission de prospecter par téléphone, par mail et par LinkedIn et de générer des rendez-vous et donc du pipe pour les sales. Et du coup, c'est quoi la différence entre les deux? C'est du wording. En gros, c'est la même chose. Il y a plusieurs points. En gros, j'en profite pour faire le pub de Start to Scale. J'ai écrit un bouquin sur les sales de manière générale et j'ai regardé plein de sites pour essayer de comprendre la vraie différence entre BDR et SDR. Franchement, il y a autant de manières de définir, il y a plein de sites qui disent des choses différentes et même pour partout, ce qui est complètement absurde, il y avait tellement de pas de définition que chez partout, un BDR c'est Enterprise et un SDR c'est SMBs. Donc en fait on a pris deux termes, on a juste dit c'est ça là chez partout comment ça fonctionne, mais c'est pas du tout pareil dans les boîtes. Je crois que normalement tu en as un qui a que de l'inbound et qui qualifie et qui envoie et l'autre c'est que l'outbound. Et je pourrais même pas te dire lesquels. Nous, SDR, ils qualifient l'inbound, BDR, ils font du... Ouais, je crois que c'est ça. Mais comme on n'a pas d'inbound... L'important c'est que tu trouves ta définition et tu la mets bien claire dans la tête de tout le monde. Parce que j'ai vu des plein d'articles qui disaient l'inverse, tu vois, genre il y en avait qui disaient SDR c'est l'outbound, machin. Donc ouais. Par contre, à compte exécutif, ça c'est une définition. Quand nous on dit sales, c'est à compte exécutif. Point de détail, on a créé une équipe qui s'appelle Solution Consultant, c'est les pré-sales ou sales avant-vente, commerciaux avant-vente. Franchement, si vous faites des deals à plus de 30K, ça va faire un game changer chez partout parce qu'un sales tout seul arrive en rendez-vous avec un truc un peu technique. S'il y a 5 personnes ou 10 personnes en face, il va être obligé d'être accompagné par un manager. Aujourd'hui, nos Sales Solution Consultants, c'est des gens qui sont spécialisés sur les aspects techniques. On a beaucoup de produits, donc ils connaissent mieux les choses, mieux les produits. Et ils viennent à deux. Il y en a un qui a un rôle qui n'est pas Sales, donc il ne parle pas contrat, il ne parle pas prix, etc. Et le Sales, il va faire en plus le déroulé commercial, même si sur plein de deals, il est tout seul. Les Solution Consultants ont beaucoup aidé dans la réponse au RFP. Donc RFP, c'est l'appel d'offres. On l'a tout processé avec tous les docs, etc. Donc ça c'est une vraie et avant d'être en capacité de vous prendre, d'avoir des solution consultants ou des pre-sales, ce que nous on a fait quand même pendant des années, c'est au tout début, on faisait en sorte que un sales sur un deal au-dessus de 20K, il était jamais seul. Donc j'étais premier sales avec Sébastien. On faisait tous les deals à deux au-dessus de 20K parce qu'en fait il y en a un qui va gérer le rendez-vous dans son entièreté et l'autre il va avoir ce qu'on appelait la parole d'or. La parole d'or, ça va être la bonne question au bon moment, le bon argument au bon moment, le recul, la prise de notes, etc. Et donc, toujours faire les deals à deux au-dessus de 20K. Ensuite, ce qu'on faisait, c'est que les customer success venaient au deuxième ou troisième rendez-vous. Et donc là, c'était le quotient de « j'ai rien à vendre, je suis là pour vous montrer comment on va implémenter ». Et donc, c'est comme ça qu'on vendait de la valeur avec les customer success. Et après, c'est passé au solution consultant. Donc, en gros, avant solution consultant, il y a quand même des étapes. 2 sales pour les deals, customer success par la suite. Et il y avait une question là-bas. Il faut qu'on répète les questions. Tout à l'heure, sur quelle typologie, parce que tu ne l'appliques pas sur les petits deals, c'est à partir de quelle frontière tu appliques, quelle taille de deal tu appliques Medic? Sur quelle taille de deal on applique Medic? Je répète les questions. On applique Medic sur des deals qui sont au moins au-dessus de 20K et après tu peux augmenter la complexité. Tu peux faire un rapide Medic pour les deals de 20 à 50 et un gros au-dessus de 50, mais en dessous de 20K, ça sert à rien. Le fait d'aller aussi faire des deals à deux, je trouve ça assez cool pour la notion de feedback, parce que c'est hyper important à la fin d'un meeting de se dire qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu l'as bien senti, et parfois t'en as un qui l'a hyper bien senti et l'autre qui dit mais non mais t'as pas vu, il regarde son portable tout le temps, on n'a pas assez parlé à lui, et Vincent faisait beaucoup ça. Moi, quand je suis arrivé au sales, genre je voyais Vincent qui grattait des tonnes de notes sur son papier. En fait, c'était pour des feedbacks pour moi. Et je pense que c'est un truc assez bien quand vous êtes manager sales, c'est ne pas sortir de rendez-vous avec un sales sans en fait avoir une tonne de feedback à faire à la personne, sans que ça soit qu'on lui annoncer je vais te faire plein de feedback, mais c'est toujours hyper agréable de sortir d'un meeting, d'avoir plein d'axes d'amélioration. C'est un truc que nous on fait moins, moi je fais moins maintenant des feedbacks, mais je pense que les managers continuent à en faire. C'est hyper important, et même entre solution consultant et AE. Stan, tu avais une question? Ouais, juste pour comprendre, ton avant-vente, en fait, tu l'objectives sur quoi? C'est uniquement sur l'ARR, c'est un nombre de rendez-vous? Non, Pourcentage d'atteinte du pays?
En gros, il y a plusieurs trucs. Déjà, c'est le win-loss ratio. Enfin, en gros, tu as des objectifs et tu as de l'incentive, ce qui sont deux choses différentes. Donc ces objectifs, ça va potentiellement être un pourcentage de taux d'atteinte de win-loss ratio. Donc combien de fois tu gagnes par rapport à la concurrence, et sur des RFP, un taux de victoire par exemple. Ça, c'est ce qu'il doit faire. Et après, on se pose la question de mettre une commission sur les gros deals, mais plus faible que les sales. On a beaucoup débattu là-dessus et on est encore en débat. Parce que le problème, c'est que les sales sur les très gros deals vont gagner 10, 15, 20 000 euros, et que le solution consultant, il va gagner un petit pourcentage de son objectif, et donc il peut gagner 500 ou 1000 euros sur le deal. Donc quand il travaille au moins à 50-50, il y a un sentiment d'injustice qui est assez fort quand même. Okay. Et si juste pour comprendre, si tu le rétribues sur le taux de transformation, comment est-ce que tu dispatches des appels d'offres? Parce que tu peux tomber sur un peu pourri ou un truc, tu as un vendredi. Alors, juste sur le solution consultant, je me souviens quand j'ai eu en entretien le premier solution consultant qu'on a recruté, le premier pre-sales, tu as deux manières tu peux faire intervenir les solution consultants de deux manières. Soit tu les fais venir à partir du moment où tu as le troisième rendez-vous sur les gros deals, soit tu le fais venir dès le début. Et en fait, lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il faut le faire venir dès le début, parce que la retranscription de la vision du sales du deal va être moins bonne que si jamais il est là depuis le début. Donc en gros, nous, c'est plutôt une taille ou un potentiel. Si jamais il y a un gros potentiel sur un deal à 20K, mais qui va nous permettre d'aller à l'international, alors on va faire rentrer le solution consultant, et dès le début, dès le premier rendez-vous. Après, la particularité, nous, c'est qu'on a un solution consultant sur l'Espagne, un sur l'Italie, un sur l'Espagne et l'Italie, un sur certains produits, enfin c'est un peu particulier. Et on a un manager, on a un sur le Mexique. Donc en gros, ils ont chacun leur territoire et ils savent ce qu'ils doivent faire. Et la difficulté, c'est d'avoir quelqu'un qui vient avec toi, qui te fait des feedbacks, etc. Ça peut être un peu désagréable pour un sales, donc on n'a pas envie de... Enfin, c'est le sales qui souvent demande, tu vois. Il va dire, ah, vas-y, j'ai un énorme appel d'offres pour Walmart là au Mexique, viens avec moi. Et en fait, ils aiment bien parce qu'ils apportent un truc fort. Et donc en gros, on essaie de pas... on essaie que ce soit des alliés au maximum. Donc c'est pour ça que normalement, il n'y a pas de qui l'affecte, c'est genre ils s'affectent entre eux, quoi. Et on vite fait Key Account Manager, c'est upsell, cross-sell, donc on en parlait tout à l'heure, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une part importante de notre stratégie. Là, je vous ai mis juste vite fait notre cycle de prospection, donc on a des leads, donc on a plein de trucs autour du lead generation, du marketing, etc. Beaucoup de webinars, beaucoup d'événements. Ensuite, quand le lead il est qualifié, alors ça c'est un point, on a une méthode de scoring de lead via du marketing automation avec à la fois des activités, par exemple si j'ai cliqué, si j'ai téléchargé un contenu, etc. Donc on va augmenter le score, et un BDR va recevoir une notification pour appeler. Donc ça c'est un peu de l'inbound, dans le sens où on va nurturer le client jusqu'à ce qu'on considère qu'il a dépassé, je sais pas, 50 points. Et s'il clique ou qu'il répond ou machin, il va gagner des points. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Ouais. Et surtout, il y a un élément que tu développes dans ton livre qui est assez intéressant, c'est la notion de outbound to inbound. C'est ça que tu... Ouais. En gros, l'outbound to inbound, c'est on crée plein d'événements. Là, par exemple, Thibaut, il a fait un webinar avec 800 personnes aujourd'hui sur un élément de notre marché. Et d'ailleurs... Ouais, petite parenthèse, en gros, nous, le moment où on a commencé à prendre vraiment de l'ampleur, c'est quand on a arrêté de parler uniquement de notre produit dans nos webinars ou dans nos événements. C'est quand on a commencé vraiment à avoir un aspect marché beaucoup plus large. Donc là, en gros, on fait des webinars sur le futur d'Internet, sur le Digital Marketing Act, qui est ce qui va se passer en Europe sur un petit RGPD. Et donc, c'est là que vous pouvez prendre plus de puissance. C'est vraiment d'élargir votre discours au-delà de votre produit, mais vraiment sur votre marché dans un sens très large. Et donc là, la stratégie de outbound to inbound, c'est les sales et les BDR prospectent pour faire venir aux événements. Alors ça paraît bateau, mais c'est pas quelque chose qui est fait naturellement. Donc c'est pas vraiment de l'inbound, c'est qu'on va chercher nos clients et nos prospects pour les faire venir. Et on a fait un point avec le Regional VP Sales de Salesforce. Eux, ils appellent ça PITRE, Pipe in the Room. Et donc en gros, ils se mettent un objectif pour chaque événement de Pipe in the Room. Et nous, on a créé après le concept de POUTRE, Pipe out of the Room. C'est combien tu dois faire venir en pipe à chaque événement et qu'est-ce que tu dois faire sortir en pipe après chaque événement. Et en fait, le fait de ne pas objectiver les événements sur une sortie de pipe fait que vous en sortez quelque chose de moins important en termes de business. Peut-être pour que ça soit clair, en gros, il y a des objectifs aussi, comme disait Vincent, il y a presque des objectifs de ramener des personnes à des webinars ou à des événements. Et donc les sales sont presque, on leur dit, il faut absolument que tu ramènes tant de comptes. Et plutôt que d'appeler pour vendre, ils vont juste appeler en disant, ouais, on fait un super événement et ça vous dit de venir. Mais ils vont pas les appeler pour avoir quelque chose. Et donc c'est mieux d'appeler quelqu'un pour lui donner de la valeur que pour lui en demander. Et donc en gros le gars il dit ah tu m'appelais juste pour ça, il fait ouais c'est bon bah voilà si tu peux c'est cool sinon c'est pas grave, il raccroche. Et il n'y a même pas de demande d'un contrat ou quoi. Et je sais pas si vous êtes prospecté mais il n'y a rien de mieux que de se faire appeler genre pour un truc
Mais souvent qu'on décroche, on se dit putain, soit c'est un client et je suis content, soit c'est quelqu'un de prospect et je suis pas content. Et donc quand on se fait prospecter, on décroche et la personne si elle dit ah ben je fais un événement jeudi prochain, ça peut être cool. Et ben en fait on se dit ah j'ai rien à faire, je vais juste te dire si je peux ou si je peux pas. C'est beaucoup plus agréable et on garde un bien meilleur souvenir. Et donc ensuite une fois que le gars il vient dans les bureaux de partout, bah là il est inbound quoi, enfin il est chez nous et là on peut le prospecter. Donc ça c'est vraiment faire venir les gens dans l'écosystème. Du coup, par rapport au BDR qui soi-disant qualifie pas trop, dont on parlait tout à l'heure, en fait il est déjà quand même un peu qualifié par de l'inbound avant, quand le BDR est... C'est une petite partie en gros... Ouais, la question c'est est-ce que le lead est qualifié en fait à l'entrée puisque le BDR a moins besoin de qualifier? Oui, sur le côté scoring, où en gros on fait en sorte, comme disait Thibaut, il y a un système de scoring d'activité par rapport à nos emails marketing. Donc ça veut dire que si on envoie un email et que la personne l'ouvre, il va avoir 2 points. Si jamais il vient à un webinaire, il va avoir 20 points, etc. etc. Et donc tu as un score. Et si jamais il dépasse les 30 points, alors le BDR va appeler. Mais ce n'est pas de la qualification par rapport à ses besoins, c'est de la qualification d'intérêt par rapport à nos solutions. Et du coup, s'il n'y a pas d'opportunité créée, donc il passe à le compte exécutif, si le compte exécutif il n'ouvre pas d'opportunité. Passer en opportunité, ça revient... Oui, ça revient en recyclage. Et ça, c'est assez tardif. Hein. C'est-à-dire que le marketing automation, on l'a mis en place il y a 3 ans, tu vois, on faisait déjà 10 millions. Donc c'est pour ça que en fait, l'idée de dire on était principalement outbound, c'est qu'en fait la culture a été outbound de base. Et après, à un moment, on s'est dit bon, c'est quand même dommage de ne pas avoir de marketing, quoi. Mais vas-y. Non, j'allais dire, moi c'est ma question en ce moment, on fait exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire des BDR qui passent des coups de fil et ils qualifient de façon assez light et très rapide pour la compte exécutive, mais du coup tu te retrouves avec beaucoup de rendez-vous pour la compte exécutive et un peu de frustration sur le pourcentage qui se transforme en opportunité. Après mais tu peux fixer des objectifs de conversion. Donc en gros la question, tu vois, on a un head of BDR qui gère tous les BDR worldwide. Et en gros, lui, il va avoir plusieurs KPI. Il va avoir notamment un KPI de nombre de M1, mais aussi un KPI de transformation de M1 en OPORT. Et donc, si son transformation baisse, on lui dit, en fait, t'envoies de la merde. Donc, après, tu vas augmenter tes critères. Et de l'autre côté, les sales, ils ont une liste précise de critères pour ouvrir une OPORT. Mais c'est vrai qu'on a ce débat, le sales, je lui ai envoyé un truc, c'était bien, il a dit que c'était pas bien, et donc mon pourcentage baisse, et donc ça crée un peu parfois des frustrations, mais il faut dire que dans n'importe quelle boîte, dès qu'il y a un passage de flambeau entre 2 équipes, il y a un diamètre de l'huile pour que l'engrenage y tourne, quoi. Et donc le premier levier, plutôt que de faire toute la machine d'inbound qui score et tout ça, c'est déjà de mettre les bons KPI pour la personne qualifiée. Ouais. Et quand même, en dehors du côté qualification, il te suffit de fixer des critères clairs pour passer le rendez-vous à un sales. Et puis si jamais ils ont trop de rendez-vous et qu'après ils sont frustrés, tu augmentes les critères de qualification. C'est juste, en fait, ils doivent qualifier, mais ce que je prône, moi, c'est plutôt d'éviter le fait qu'ils se prennent en rendez-vous pour eux-mêmes pendant 20 minutes. Parce qu'en fait, le parcours d'achat, tu vois, je pense que nos clients, ils ont trop de rendez-vous avec des sales. Et le côté, je viens à un rendez-vous, je t'apporte aucune valeur et je viens récupérer de l'info. Donc même si les BDR sont très bien entraînés pour apporter de la valeur, le but d'un rendez-vous de qualif comme ça, c'est de qualifier. Et les clients, ils en ont marre. Tu vois, ils veulent que dès le premier rendez-vous, tu sois impactant, ils sont plus renseignés, ils veulent que ce soit intéressant, qu'il y ait de la valeur. Donc le côté, je me fais qualifier, on me pose 15 questions et après on te dit, je te renvoie avec le... Enfin, tu vois, je pense que c'est plus comme ça qu'il faut faire. En tout cas, pas pour l'outbound. Est-ce que tu bosses où tu fais du pairing entre un BDR et un AE spécifique ou un... Pour faire du pairing, faut que... se mettre sur la gueule, c'est bien qu'ils se parlent pas mal. Non, mais c'est une question. C'est plutôt des... On a essayé différentes choses. En fait, ça dépend déjà de tes objectifs. Donc, si jamais tu as un sales qui a 300 cas d'objectifs, il ne peut pas avoir un BDR pour lui. Donc un BDR pour soi, il faut avoir au moins 800 cas d'objectifs, sinon c'est pas rentable. Donc ça veut dire que tu es plutôt sur un BDR pour 2 déjà. Nous c'est notre ratio et ce qu'on fait c'est qu'ils sont en paire pour les key accounts, donc les gros clients, et sinon on fait plutôt du dispatch. Un système de round robin où on fait du dispatch, un rendez-vous pris, il l'envoie à différents sales. Mais en duo sur les key accounts. Tu peux aussi faire du reward en mode scale. Nous, la particularité, c'est que nos accounts exécutifs, ils doivent prendre des rendez-vous.
Donc les BDR prennent rendez-vous, mais les AE aussi. Et parfois, pour motiver les gens, on dit, les sales, on dit, le premier qui prend un meeting, en fait, il prend double, quoi. Ouais, ça on l'a fait un temps. Et par contre, le faire pour les nouveaux. Hein. Ah oui. Les nouveaux. Sur le côté, les sales doivent prospecter. Enfin, ça c'est un truc que je peux vous conseiller, mais de le mettre en place chez vous et ad vitam aeternam. Les BDR peuvent fournir à peu près 50% du pipe, mais les sales doivent fournir 50% de leur pipe parce que ça c'est une culture, et cette culture-là, si elle n'est pas dès le début, je ne vais pas dire qu'il faut remplacer l'ensemble de l'équipe sales, mais pas loin, et vous n'arriverez jamais à ce qu'ils le fassent. Et donc il faut l'implémenter dès le début. Les sales prospectent et prospecteront toujours, et même alors que c'est rabâché chez partout depuis toujours, et ben là en ce moment on est dans le dur parce qu'ils l'ont pas fait. Résultat, on a créé trop peu de pipe, on n'a pas le coverage nécessaire, donc on n'a pas assez de pipe pour faire les objectifs. Et c'est mathématique. Donc, ne jamais lâcher le fait que les sales prospectent et ne jamais lâcher la prospection. J'ai une question là-bas. Les amis 10 minutes qu'il essaie de le voir le faux. Sur la haute bande, je voulais savoir c'était quoi le canal de prédilection qui ramène le plus de revenus. Bonne question. Canal de prédilection de la prospection outbound par téléphone. Donc pareil, c'est la plus dure, c'est ceux que les sales et les BDR vont chercher à échapper, mais on le voit bien, on reçoit trop de messages par LinkedIn, on reçoit trop de messages par email, même si on est dans des séquences. Et donc c'est par téléphone, utilisez Mojo pour enregistrer vos calls et derrière pour réécouter, avoir des transcripts. Mais en gros, pour nous, c'est quand même le call qui est le plus efficace. Sur la partie webinaire, vous en avez parlé, vous n'avez pas donné beaucoup de feedback. C'est quoi les métriques, le ROI, en partant effectivement au départ, on parle de ma solution, comme ce qu'on fait beaucoup l'erreur, et je change et je passe sur un thème. Ça a été quoi? Vous avez multiplié par 2, par 3 en termes de... C'est compliqué à dire, mais en gros, tu as tous les mails, tous les contacts et tout, tu peux les rappeler. Mais genre là, tu vois, on a fait un webinaire sur le DMA. Il y a 530 personnes qui m'ont écouté parler ce matin pendant 1h20. Tu vois, le ROI, moi j'ai préparé pendant 5 heures, j'ai parlé pendant 1h20 à 500 personnes, donc le ROI, on le calcule plus trop. Après, moi j'ai repris le marketing là en ce moment parce qu'on n'a pas de direction marketing en ce moment, donc c'est moi qui gère ça. Et moi, je suis, alors ça peut paraître très particulier pour quelqu'un qui fait le scale et qui est CEO, mais j'aime pas. En gros, je préfère travailler pour améliorer des KPI que mesurer des KPI. Donc en gros, ce que j'ai dit au marketing, c'est que je veux 80% du taf, c'est pour améliorer, et 20% pour mesurer. Donc tous les ROI, les trucs, vous arrêtez de le faire, vous travaillez pour avoir de l'impact et pas pour mesurer votre impact. Parce qu'en fait, on était arrivé dans une équipe, je trouve, mais après ça se débat, qui faisait que mesurer et qui passait trop de temps à mesurer. Donc moi je me dis, ce webinar, il a un ROI de x50 ou x20 ou x5, mais il a un ROI, j'y crois. Et j'avoue, en ce moment, je fais plutôt d'intuition. Donc c'est juste si j'avais une équipe de 30-50 personnes, je ferais plus de calculs. Mais Vincent passe son temps à m'envoyer des mails en disant Thibaut, on a besoin de savoir quel était le ROI de cette action. Et je lui réponds, écoute, si on a assez d'argent pour prendre 5 data crunchers et faire des last attribution, parce que ça, le vrai problème, c'est l'attribution. En fait, ça n'a pas de sens de dire j'ai signé ce deal grâce à ce webinar, parce qu'en fait, chez nous, les clients, ils se font appeler, ils décrochent pas, ils reçoivent un mail, ils le lisent, ils le transfèrent, un autre gars s'inscrit au webinar, il en parle à son boss qui nous contacte, et à la fin, on dit il nous a contacté, donc c'est les demandes pures. Non, il y a eu 5 touchpoints avant. Donc, le vrai problème sur du marketing B2B, encore plus sur de l'ABM, c'est que tu as des cycles de prospection, de lead gen qui durent 4 mois, avec 15 contacts et 150 touchpoints, et ton ROI, c'est pour le calculer, faut s'accrocher. Ouais. Voilà, c'est une mauvaise réponse, mais au moins. Si je peux partager un truc là-dessus, parce que je suis en train de péter tout le marketing et de le reprendre de zéro, 21 millions derrière. Et moi, c'est l'inbound et le marketing, donc j'ai une expérience inverse. La direction qu'on prend là, c'est tout ce qui est thought leadership. Ce qu'il a fait ce matin, on ne demande plus les mails. C'est open bar, tu peux downloader le truc, t'inscrire au truc. On va même pas chercher à essayer de capter du lead, de mesurer quoi que ce soit. Ce qu'on veut, c'est de la distribution. On veut un maximum de distribution, on veut de l'exposition au maximum. Mais on cherche pas à qualifier. Parce que ce qu'il a fait ce matin, c'est pas qualifiant. Ça ne parle pas de des problèmes que partout règle. Donc on fait ça, on en fait un peu, et on ne le gate plus, pour ceux c'est non-gated. Par contre, tout ce qui est qualifiant, et ce qui est qualifiant, c'est ce qui parle des problèmes qu'ils ont, qui leur parle des solutions qu'on peut apporter à ces problèmes, et qui te plug dans les solutions, pour qu'ils comprennent que tu es une des solutions, et si possible, la meilleure. Voilà. Et donc tout ce qui est qualifiant et qui va faire du pipe, ça doit identifier un problème, parler des solutions. Donc les gens ils disent merde, c'est mon problème. Ah, il y a des solutions, il va m'en parler. Donc là, tu prends les mails, tu dis c'est quoi ta taille de boîte, etc., etc. Et dans ton truc non gated,
tu promeus tes trucs qui parlent des problèmes et des solutions. Donc en faisant un mix de ça, tu arrives à faire de la qualif et du ROI, parce que le truc qui parle des problèmes et des solutions, tu fais de la LinkedIn Ad derrière, de la méta, du machin, ça vaut la peine. Parce que tu sais que les gens qui regardent ça, c'est des gens qui sont intéressés par acheter ton truc. Alors je sais pas quels sont vos problèmes, vos solutions, mais en général, quand tu fais le tour sur la partie SMBs, on est capable de calculer beaucoup plus de ROI, parce que tu as plus ce truc d'ADS, etc., de ROAS, tous ces trucs-là. Mais nous, c'est vrai que c'est un peu différent, parce que tu es dans un salon, c'est toujours ce truc de multiple touchpoints. Et nous, on a un peu de mal, en tout cas, moi j'ai beaucoup de mal à faire calculer des ROI sur chaque truc, même si on essaye au maximum de le faire. Mais c'est un débat. Je vais essayer de questions. Un peu dans l'approche job to be done. Ouais, exactement. Mais pense à toi, qu'est-ce que tu consommes comme contenu? Tu consommes le contenu qui te parle des problèmes que tu as avec les solutions que tu peux y apporter. C'est ça que tu as envie d'aller consommer. En général, tu consommes pas les trucs dont tu n'as rien à foutre. Donc, arriver à faire le lien entre les gens à qui je parle et qui sont intéressés par ce que je vends, ils ont ces problèmes-là. Moi, je les résous. Je vais leur parler de tous les autres problèmes pour pas que ça fasse trop pushy, salesy, moi, je mange avec mes doigts. Mais quand même, ils vont avoir la possibilité de regarder les autres solutions, mais ils vont quand même voir, parce que tu as fait ça bien, que la tienne, elle est un peu mieux que les autres, quoi. C'est notre ancien directeur marketing, Patrice. Et c'est lui qui avait transformé ça, parce que moi, j'étais pas plus sales, parce qu'on n'avait pas de directeur marketing avant. Et nous, on voulait vraiment faire ça, des webinars sur partout. Et il a dit, venez, on ne parle pas en fait, on ne présente même pas qui on est, on y va juste en mode, et on prenait des problématiques. Au départ, c'était des problématiques en lien direct avec ce qu'on faisait, mais genre là, le truc futur d'Internet, genre j'ai parlé de l'IA c'était genre hyper loin de ce qu'on faisait. Par contre, à chaque fois que je pouvais, je rajoutais un petit truc, et j'avais l'équipe marketing qui envoyait des liens pour prendre des rendez-vous et qui mettait d'autres contenus, typiquement des livres blancs, dans le chat en disant « Ah, ça vous intéresse les avis parce que c'est en lien avec ce sujet, hop, je te mets un livre blanc. » Et même on fait, tu vois, ce qu'on est en train de faire, c'est une stratégie d'écosystème de contenu où pendant ton webinar, tu vas pousser tes livres blancs et on a fait 2 webinars à 2 semaines d'intervalle. Le premier webinar, en plein milieu, j'ai dit « Et d'ailleurs, là j'ai pas le temps d'en parler, mais on va parler de ça au prochain webinar. » J'ai mis un énorme QR code et j'ai pris 40 inscriptions, tu vois, pour le webinaire dans 2 semaines. Donc là, quand tu te mets dans un truc comme ça, si le gars il a passé 3 heures à faire tes contenus, après quand il se pose des questions, il se dit bon bah en vrai, je vais aller chez eux quoi. Donc c'est un peu en 2 temps finalement, mais c'est fait intelligemment. C'est presque en 3 temps, parce que tu as un premier temps où c'est les sales qui font venir les gens dans notre écosystème. Ensuite, on les mûrit dans l'écosystème, ils se disent ah, ça fait longtemps que je suis sur LinkedIn, ça fait longtemps que je vois vos webinars, je lis vos livres blancs. Et à un moment, ils font un appel d'offres où tu les prospectes, ils disent bon, c'est le moment, ça fait 4 ans que je vous vois. Et là, c'est un 3e temps où là, tu rentres dans un process commercial, mais où le lead est beaucoup plus mature. Et un autre élément intéressant, je trouve, dans la manière dont on a géré le marketing, c'est la réutilisation constante des contenus sous différentes formes. Donc un livre blanc va faire 10 articles, des articles peuvent faire des livres blancs, des articles peuvent faire du nurturing sales, et donc on fait en sorte que ce soit toujours réutilisé de différentes manières. Et maintenant, on est en train d'avoir un peu un studio vidéo, ce qui fait qu'un webinar va devenir une vidéo, la vidéo va faire des reels, et donc on fait en sorte de tout découper et regrouper de différentes manières pour qu'à chaque fois le contenu soit réutilisé de plein de manières différentes. Pour revenir sur la stratégie outbound et le BDR, là je vois que vous êtes à peu près à 25 appels pour un rendez-vous en termes de... Ouais, franchement, c'était en fait, j'ai mis ce truc-là à l'époque, c'était peut-être 2019, 2018. Et en fait, le seul truc, c'était on voulait convaincre les BDR et les sales, je crois même si on avait BDR à l'époque, qu'il fallait appeler pour prendre des rendez-vous. Et j'ai retrouvé cette slide, c'est pour ça que je l'ai mis, mais te dire si les chiffres sont exacts ou... Ce qu'elle dit, c'est plus t'appelles, plus t'as des rendez-vous. Voilà, ça c'est le principal truc. Après, combien quoi Avance un peu peut-être. Attends, je peux savoir en fait au tout début quand vous avez lancé, vous avez fait la vente, à quel moment vous avez dit ok maintenant on prend un BDR. En fait, comment vous avez commencé à dire ok là je suis tout seul, là je suis dans je fais mes calls, mais à quel moment il faut que je structure et que je passe moins de temps à vendre et tout ça. Et plus globalement, parce que là c'est... Ça il me sauve. Comment ? À partir de quand vous êtes racheté, vous avez eu de l'investissement externe, en gros, en 2018-2019, on a pris 15 millions de dettes. Et donc après, tu vois là, pour arriver à 32 millions d'ARR, on a brûlé. Donc c'est comme si on avait levé environ 25 millions. Donc de 2014 à 2018, je vais voir la question, comment vous avez monitoré à partir de la croissance de l'équipe tout en étant rentable avec un certain niveau de rentabilité? Alors, on se posait pas trop les questions de rentabilité. Je pense qu'on a une grande chance. On a une grande chance sur notre marché, c'est qu'il y avait un standard marché qui était le paiement upfront.
Et donc en gros, 100% de nos clients payaient 100% à la commande. Donc ça veut dire qu'on arrivait à avoir beaucoup de cash rapidement, qu'on pouvait réinvestir dans le recrutement des sales et des BDR. Donc si par hasard vous pouvez avoir des paiements upfront et chercher à ne pas faire de mensuel, quelles que soient les remises que vous faites, et ben nous ça nous a quand même beaucoup aidé dans le développement. Pour ceux qui, en gros c'est une histoire de BFR où tu fais payer. Donc en gros on avait un modèle où c'était vraiment tu vends pour recruter. Donc ça en fait c'était presque un jeu, tu vois. Genre si tu atteins un certain montant, on faisait tout en objectif et on avançait truc. Donc si tu es sales et que tu râles pendant 2 ans en mode je veux un milliard, on faisait allez, franchement tu nous signes 100 000 et tu auras ton milliard. Donc là le mec se donne et tout. On était vraiment drivé par un truc de conquête où en vrai on était en mode conquête quoi. Et c'était, je pense que c'est assez particulier sur le marché parce qu'on a chaque deal que tu vends, tu te dis oh mais là je vais pouvoir recruter un gars en plus pour avoir un sales en plus. Donc en gros moi j'étais directeur financier, directeur des opérations pendant 1 an avant de passer co-CEO avec Thibaut. Donc j'avais mon matelas de cash que je suivais. On faisait des projections, avec Vincent on s'est pris la tête sur des forecasts complexes. Maintenant c'est Vincent et Clément qui fait le forecast, pris la tête, pas entre nous mais ensemble. Et maintenant ils font les forecasts et c'est vraiment un truc hyper compliqué avec des coverages et tout. Mais au départ c'était un peu plus genre allez signer ces deals là, on va pouvoir recruter et dès qu'on signe un truc on débloquait tu vois. Et même pour ouvrir des pays, parce qu'on n'a pas parlé de l'ouverture des pays, mais on faisait un peu comme ça avec un country manager, on disait voilà, dès que tu as atteint 50 000, tu as le droit à un premier event à 10 000, dès que tu as atteint 100 000, tu as le droit de recruter un deuxième sales, dès que tu as atteint un machin, ça va pas toujours marcher comme ça, mais au moins l'idée c'était un peu ça quoi. Ok, bon, on est au quart de la présentation, donc les slides de Vincent aussi, tu veux les passer. T'inquiète. Vas-y. Moi j'ai une question sur la matrice de scoring, parce que j'imagine que tout point de vente ne se vaut pas. Comment vous qualifiez ça? Je prends un exemple un peu bidon, mais un Citadium qui fait des drops de nouvelles collections, il y a des gens qui vont venir au magasin beaucoup plus qu'un Keginer qui vend des matériaux en B2B, où l'artisan il se pointe le matin, il sait que c'est ouvert à 6h, il viendra chercher. En gros, je pense que le truc le plus important dans tout ce qu'on a fait, c'est comment c'est simple et complexifié. Donc tout ce qu'on a fait, produit, process, tout, c'était simple au départ et complexe, plus compliqué, plus complet à la fin. Donc au départ, on s'en foutait, on disait combien de points de vente. Ensuite, on s'est dit peut-être qu'il y en a qui font plus de chiffres que d'autres, qui ont plus de potentiel, qui prendront plus de produits. Et donc aujourd'hui, on commence à se dire Leroy Merlin ça fait 150 millions et un Wildom ça fait 3 millions et tel truc, Bouclard fait 300 000 balles. Et donc tu peux pas vraiment leur vendre de la même manière. Mais en réalité, on n'a pas adapté trop notre prix à ça. Même si on adapte un peu notre discours, on va adapter un peu le discount. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu as Cora qui a 60 supermarchés et qui fait peut-être 200 millions de chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire qu'ils ont un gros budget marketing. Donc c'est pas forcément lié. On s'est jamais posé ces questions-là. On n'a pas été très bon sur le côté tier 1, tier 2, tier 3 et divisé. Ce qu'on s'est toujours dit, c'est on prend tout, sur tous les marchés, sur tous les secteurs, et on fait pas attention à la taille, le machin. La culture, par exemple, les clients qui viennent à ce type de point de vente, etc. Même encore maintenant, on pourrait se dire on veut aller upper market, mais en 2024, on change un peu et on fait en sorte de mieux se focaliser sur les comptes qui vont délivrer plus rapidement. Mais jusque-là, on s'est toujours dit on veut laisser la place à personne. Donc on ne veut pas laisser de la place aux plus petits concurrents rentrer par le bas, et donc on faisait en sorte de signer tous les petits, et ça c'est le land and expand, mais c'est aussi créer une barrière de sécurité, et on fait en sorte que jamais les concurrents ne rentrent par le bas, et donc on signe tout. Maintenant qu'il y a une recherche en rentabilité, on ne peut pas garder cette stratégie. Je pense que vous êtes au début et que vous voulez faire la stratégie outbound, faut commencer par agir et après réfléchir. Donc tu prends ton téléphone, tu bombardes, et puis si tu vois que tu as des trucs qui marchent pas bien, tu les améliores. Mais si ça marche, en fait, pose pas de questions et scale. Et donc en fait, c'est qu'une question ensuite d'adapter ta structure à tes problèmes que tu rencontres au fil du chemin. Mais si tu commences à te poser des problèmes avant d'avoir commencé, tu commenceras pas. Et donc le problème que tu évoques, qui est la catégorisation de nos deals en fonction du chiffre d'affaires par point de vente, c'est jamais posé, donc on se l'est jamais posé. Et on était un peu bourrin dans l'approche, tu vois, c'était genre, ok, on va appeler tant de comptes, si ça signe, et puis à un moment tu dis merde, là ça ralentit, qu'est-ce qui se passe? Donc là tu vérifies ton tableau de bord, tu dis ok, est-ce que c'est les M1 qui chutent, est-ce que c'est machin, tu trouves le problème, souvent c'est les M1, là tu fais ok, faut passer plus de calls, ou alors est-ce que ton speech est pas bien, etc. Mais on cherchait pas à réfléchir avant d'avoir des problèmes. Ouais, mais il y a un truc qui est beau du coup pour vous, c'est que tout point de vente du coup se vaut. Il n'y a pas de critère discriminant où tu te dis en vrai c'est un point de vente, les clients ils viennent quoi qu'il arrive, le fait. Si, quand même. Si. Mais ça tu le fais en phase de découverte. Quand tu vends un photomaton qui lui gagne 3 000 € par petite cabine, c'est sûr que ton produit à 10 € par mois, c'est impossible. Mais là on n'a pas parlé de méthode commerciale, mais tu vois, le principe de base c'est ok, tu l'as, il est en M1, mais là tu poses plein de questions.
Est-ce que son problème c'est la sécurité de ses données sur Google parce qu'il y a de la fraude? Est-ce que c'est photomaton et donc il veut juste mettre à jour avec une API? Et donc toute ta phase de découverte, elle va te permettre surtout de trouver le problème, d'appuyer sur le problème, t'appuies, ça signe. Et puis après, quand tu as ce même problème, tu y vas. Mais la catégorisation, elle se faisait plutôt sur les pains qu'il fallait trouver pour pouvoir vendre versus catégoriser en amont, quoi. Problème. Ouais, je vous montre juste la dynamique. Donc là, il y a 140 personnes sur une channel. Ça date un peu peut-être, je sais pas. Mais en gros, on a une channel d'animation commerciale où chaque fois qu'il y a un AM1 qui est pris, il est posté sur une channel. Et donc tout le monde like, commente, etc. Et ils vont se féliciter. Si par exemple on fait un Worldwide Rush sur Adecco, comme c'est un exemple, ou sur Toyota, tout le monde va le mettre. Et historiquement, chez Partout, il y a vraiment eu cette émulation collective où tout le monde s'envoie des trucs, se motive, se donne des conseils. Quand il y a un gars qui dit « je prends un rendez-vous avec machin », ils disent « attends, mais il faut absolument qu'on se parle parce que… » Et des rendez-vous, je pense qu'on en prend peut-être 50, je sais pas, 100 par semaine, je sais même pas. Mais peut-être plus. Je sais pas. Mais en gros, on en prend beaucoup et il y a une grosse émulation et on félicite beaucoup les gens sur ça et ça crée beaucoup de pipe. Je pense qu'un des premiers problèmes d'une équipe commerciale, ça peut être la motivation à aller dans ce sens-là et donc il faut avoir pas mal de reconnaissance. Bon, ça, je passe, comme ça, Vince, je te laisse un peu plus parler. Marketing, ça c'était la différence entre avant et aujourd'hui. Avant, le marketing, il venait en amont des deals et maintenant, il vient en support des deals. C'est-à-dire qu'au webinar, à l'événement, il y a à la fois des gens qui sont proches de signer, mais aussi des gens qui ne nous connaissent pas. Et en fait, on vient en soutien de tout le cycle de vente et le marketing, il travaille main dans la main avec les sales tout au long du cycle de vente. Ouais, quand tu es inbound, il faut faire les deux. Ça, c'est pour vous dire d'acheter StartScale et ensuite je passe à Vince. Ah non, tu T'as même pas fait la pub de ton bouquin? Ouais, non, mais Tu veux? Non, faut faire la pub du bouquin, un petit bout. Ouais, c'est bon, vous l'avez déjà vu sur LinkedIn suffisamment, je pense. Mais c'est dur. Qui l'a vu, qui l'a pas vu sur LinkedIn? Qui a lu le bouquin de Thibaut? Pas beaucoup. Hein. Alors, Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas beaucoup. On te dit pas aussi à couper si un. vous vous intéressez à ce qu'il a dit ce soir, et il n'aura pas eu le temps de tout couvrir parce qu'on n'a pas le temps d'une heure de tout couvrir, franchement, lisez-le. Moi, j'ai appris plein de trucs. Comme moi, je n'ai pas appris les sales, parce que j'ai fait un business inbound jusqu'à 20. J'ai appris plein de trucs, je trouvais ça hyper intéressant et ça m'a permis de revalider les choses que j'avais vues ailleurs et d'apprendre des nouvelles choses. Donc, achetez son bouquin. De toute façon, tu gagnes rien. Je gagne 2 € par bouquin vendu. 2 €, c'est pas pour l'argent. Je le fais pas pour l'argent. C'est pour partager. Bon, envoyez-moi un email, je vous envoie un PDF. Tu l'aimes pas? Si, bien sûr, je le dis. Attends, 2 €, c'est 2 €, t'es sales ou t'es pas C'est ça, tu sales? m'as demandé une validation. Mais mec, c'est filmé. Ah oui. Ok, moi, je vais vous parler de sales philosophie. Bon, je pense que si jamais je dois parler juste de 2 éléments de cette slide, parce que je ne vais pas vous refaire l'histoire de Partout, il y a deux événements un peu majeurs qui se sont passés. C'est le moment où on a voulu ouvrir un premier pays. Donc au départ, on était uniquement sur la France et très rapidement, donc Partout 2015, je suis arrivé en 2016. Un mois plus tard, on recrutait un de mes meilleurs potes pour ouvrir l'Espagne. Et dans la foulée, on a ouvert l'Italie. Et en fait, on le verra un peu plus tard, je pense, mais c'est pas grave, j'en parle maintenant. Il y a un peu 3 méthodes pour pouvoir… attends, juste, qui travaille à l'international? Donc c'est un sujet qui est intéressant. Guidez-nous un peu parce qu'on n'arrivera pas à tout voir. Internationalisation, c'est un sujet qui vous passionne. Ok, il y a un peu 3 grandes manières de pouvoir scaler à l'international. Soit vous ouvrez des pays, soit vous ouvrez des hubs, soit vous faites tout depuis votre HQ. Et ça va dépendre notamment de vos contraintes marché et si jamais vous pouvez scaler facilement votre produit. Doctrine par exemple, étant donné que c'est un sujet qui va être très législatif, vous pouvez probablement ouvrir un pays à la fois. Mojo ou Partout, c'est des solutions qui sont assez globales, donc on n'a pas besoin d'ouvrir un pays à la fois, on peut en ouvrir plusieurs. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert l'Espagne, dans la foulée l'Italie, et quand on a ouvert l'équipe expansion internationale, donc ça c'est devenu le core market, France, Espagne, Italie, quand on a ouvert au reste des pays en team expansion, on a tout fait depuis Paris, dans le monde entier. Et donc là, en gros, on a fait des focus, enfin on a testé un peu partout, comme je vous disais, ça c'est un peu la philosophie, c'est on tape un peu partout et on voit où ça fonctionne, mais toujours dans une stratégie two ways. Quand on veut ouvrir le Brésil par exemple, eh ben, on avait un country manager en local, donc ça veut dire une typologie de profil country manager en local dans le pays, parce qu'on a testé les différents modèles. Et on avait aussi un sales, donc un autre profil, à Paris, un autre endroit géographique. Et donc, nous, on s'est rendu compte que ce qui fonctionnait le mieux pour notre produit, c'est le sales, il coûte moins cher et il est plus rapide pour, comme disait Thibaut, pas trop réfléchir et y aller rapidement, tandis que le country manager, il coûte plus cher et il est moins opérationnel. Donc du coup, on gagnait plus à être à Paris et surtout, le plus important, c'est que le country manager, s'il décide de partir ou si ça ne le fait pas, l'ensemble de la connaissance que vous avez accumulée part avec lui. Alors que quand vous êtes à Paris, l'équipe internationale et expansion, elle échange entre elles. Et donc là, on a…
je sais pas, à 20 personnes dans l'équipe expansion, si jamais il y en a qui partent, la connaissance elle reste. Donc soit l'ouverture de pays, donc c'est ce qu'on a fait avec l'Espagne, et après quand on a recruté Mirko pour l'Italie, il était basé à Barcelone et devait partir à Milan. Et coup de peau, il a préféré rester à Barcelone, et en fait au lieu de faire une stratégie de pays où on avait un country manager par pays, on a commencé à créer un hub à Barcelone. Et c'est aussi important en termes de culture de boîte, parce que ça veut dire que quand ils vont vouloir avoir une croissance au sein de la boîte, il y a un bureau avec 35 personnes là-bas. Alors que si jamais ils sont dans les pays, au bout de 3 ans, ils ont fini leur cycle, pas de croissance possible, ils partent. Et donc ça permet de garder plus longtemps les équipes en local. Donc ouverture des différents marchés. Deux autres aspects qui sont intéressants. À un moment donné, les BDR étaient managés par les responsables de pays. Les CAM étaient managés par les responsables de pays. Et les AE étaient managés par les responsables de pays. Donc on avait 3 profils sales, donc c'était plutôt des country managers type head of sales, plutôt que des general managers qui eux sont en général avec les customer success, les customer care, le marketing, etc. Et en quelques années plus tard, j'ai sorti les BDR des pays. Quand vous voulez faire une expansion rapide à l'international, si vous laissez les jobs différents au niveau des country managers, le risque c'est que il va avoir une stratégie de pays, mais par contre, il ne va pas avoir une stratégie métier. Donc, il ne va pas pouvoir les aider en termes de BDR. Donc, en fait, tout ce qu'il fait avec les BDR, c'est de les coordonner. Alors que si jamais ils sont managés par un Global Head of BDR, comme j'ai fait il y a 3 ans, ils peuvent quand même coordonner, en dotted line, il y en a qui disent, ils peuvent quand même coordonner avec le BDR, mais par contre, j'ai quelqu'un de métier qui est capable de former les BDR. Et surtout, plus important, et on le verra dans la slide après, c'est philosophie numéro 1 que j'ai mis en place chez Partout, Global Process, Local Approach. L'idée, c'est, quels que soient les process qu'on met en place, c'est toujours sur une approche globale. Même manière de faire la phase de découverte, même manière de gérer la main, le cycle de vente, on le gère de la même manière, on ouvre une opportunité pour les mêmes raisons, on utilise tous Médic, etc., etc. Global Process, approche locale, il faut qu'on ait l'air locaux, les contrats sont en local, les PowerPoints sont en local, on a des centaines et des centaines de slides différentes, 3800. parce que tout doit avoir l'air local. Global Process, Local Approach. Et après, j'ai fait la même chose sur le département CAM, qui était pareil, géré par les responsables de pays, mais du coup, c'est 2 jobs différents, et on adressait les CAM, on gérait les CAM, comme on faisait de la vente, comme on faisait de l'acquisition. Donc ça a un côté bien en termes de prospection, mais par contre, c'est quand même 2 métiers différents, et ils étaient managés de la même manière. Donc, j'ai sorti les CAM des pays pour les centraliser sur un seul département, CAM. Pareil, Global Process, et après, on s'étend plus rapidement. Pareil. Ça fait pareil ? Exactement pareil. Ouais. Et on a essayé de faire par pays au début, c'était une catastrophe. Donc en fait, le par pays, c'est uniquement s'il y a, selon moi, s'il y a un produit très spécifique. Donc je sais pas, par exemple, une entreprise de crypto, c'est législatif, il faut vraiment faire par pays, s'adapter à la loi du pays, c'est très compliqué. Doctolib, c'est probablement pareil parce qu'il y a un aspect RGPD qui est très fort et un aspect marché qui est très fort. Mais dès que vous avez une solution qui peut scaler rapidement, il vaut mieux pas ouvrir des pays. Après, les questions de taille aussi. Doctolib, ils sont un peu plus gros que nous, que vous. Donc peut-être qu'à un moment donné, ça a du sens de faire un pays, mais je pense que jusqu'à 10, 20, 30, 40 millions, ça c'est pas la bonne approche. Et que le process globalisé, on localise le process, c'est une bien meilleure approche. Et je pense qu'il faut y venir à un moment. Ils se fightaient entre eux. C'est-à-dire qu'ils disaient, ouais, les Américains, c'est des cons, les Français, c'est des cons. Pour des raisons débiles, mais le fait d'avoir créé l'esprit de clocher, enfin, on avait créé ça, malheureusement, c'était notre création. C'était pas une bonne idée. Et je pense que là où vous pouvez le faire, le moment où vous pouvez le faire évoluer, c'est quand il y a un frein à la croissance. Donc par exemple, nous pour l'instant en LATAM, on a recruté 7 sales. Le moment où on n'arrive plus à recruter parce qu'il n'y a plus assez de sales sud-américains sur le marché, comme ça nous est avec le Brésil, on a fermé uniquement pour une raison, je n'ai jamais réussi à avoir plus de 2 sales. Et donc du coup, je ne peux jamais dépasser les 600 cas d'ARR supplémentaires par an. Donc je suis bloqué en termes de croissance, le marché va représenter une plus petite proportion par rapport à mon revenu global, et donc il vaut mieux arrêter le marché. Des questions sur... Du coup, pas de remote. Ouais, non, plutôt culture, on dit quoi, office Non, first. on a 2 jours de télétravail. Oui, je dis ça, mais on a 2 jours de télétravail par semaine, plus 6 semaines de télétravail par an. Donc c'est juste qu'on veut le pousser à venir au bureau parce que, notamment pour les équipes sales, on pense que c'est une nécessité, c'est la culture de boîte qu'on veut. Mais bon, quand même 2 jours plus 6 semaines. On dit qu'on est une équipe office first parce qu'on donne que 2 jours. Donc je pense que c'est relativement ouvert. Donc, le vendredi, il n'y a pas grand monde. Tu parlais de 600K au Brésil. Enfin, comment tu fixes justement aujourd'hui ton objectif d'ARR par AE? Est-ce que c'est en fonction de ton pipe? Comment tu fais progresser aussi cet objectif? Comment tu corrèles? Enfin, tu vois.
Je pense que c'est pas très scientifique la manière dont on fixe les objectifs. Arrête de poser des questions merdantes. Non, pour être un peu plus précis, tu vois, mais en fait, on a quand même besoin, surtout depuis 2023, de faire en sorte que chaque sales ait une forme de rentabilité. Et donc, l'idée qu'on puisse fixer un objectif de 80K à un sales parce qu'il est en train d'ouvrir un marché, pour nous, c'est mentalement assez difficile. Donc, ils ont juste des objectifs qui sont peut-être à 200K au lieu de 300, mais on garde quand même des objectifs assez hauts. Et donc, c'est ça, en fait, la difficulté, c'est que dans une ouverture de marché, avec des objectifs qui sont quand même relativement élevés, globalement, tu crames une première vague. La première vague en marché, en expansion internationale, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir une résistance très forte et tous les sales ne vont pas tenir dans la durée. Et donc, c'est souvent la deuxième vague qui va réussir parce que tu peux pas être très bien structuré, surtout quand tu fais le choix d'ouvrir autant de marchés, tu n'as pas de support marketing, donc c'est très très dur, tu n'as pas de connaissance du marché et personne ne te connaît là-bas. Donc la première vague en général n'y arrive pas. Sur un marché mature. Comme ça je coupe parce que sinon j'arriverai pas à parler. Vas-y. Sur un marché mature, justement, comment tu fais Sur les objectifs, juste pour répondre en partie à ça, en gros, tu as une règle normalement, et on ne l'applique pas chez partout, qui est que tu vas, normalement, tu es censé faire environ 10 fois ton salaire en objectif SaaS. Mais cette règle, elle est particulière parce qu'elle ne prend pas en compte plein de coûts, et elle ne prend pas en compte deux choses, tes coûts marketing, et la deuxième chose qui est la performance de tes équipes. C'est-à-dire que, déjà, commençons par les coûts marketing. Donc, chez Partout, le budget marketing, c'est 800 000 €. Ton budget marketing, c'est combien ? Le double. Voilà. Et donc on est potentiellement le double, et en plus on est un peu plus gros en ARR, mais il y a des boîtes qui dépensent 5, 10, 15, 20 millions en marketing. Donc dans ces cas-là, si tu es chez Content Square, ton objectif ça peut être 800K, mais en fait derrière, ça crame beaucoup de marketing pour t'apporter des leads, donc ils sont plus rentables d'un point de vue sales, mais il faut prendre en coût complet. Donc chez Partout, on n'a pas beaucoup de coûts de marketing, donc les équipes sales, même si elles ont des objectifs parfois 300, 350, 400, et en fait c'est une question aussi de maturité. Ça c'est un premier point. Il y a un deuxième truc, c'est quand on dit comment tu fixes tes objectifs, il faut se rappeler que ce n'est pas les objectifs qui définissent la performance. C'est-à-dire que si je te fixe des objectifs à 800 000, tu feras 400 000. Si je te fixe des objectifs à 200 000, peut-être que tu feras 400 000. Mais ce n'est pas tes objectifs qui vont fixer comment tu performes. Dans un cas, si tu mets trop bas, tu vas démotiver les gens parce qu'ils seront déjà à 150%, ils ne le seront plus. Si tu les mets trop haut, tu vas démotiver aussi les gens. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est fixer des objectifs qui sont atteignables. Il faut que tu aies certaines personnes qui les atteignent pendant un temps relativement long pour avoir des gens look up to. Tu vois, genre tu regardes et tu dis ah ben lui il y arrive, pourquoi moi j'y arrive pas. Donc c'est aussi cet effet parce que tu ne changes pas une boîte en changeant les objectifs. Tu changes une boîte en améliorant la performance. Donc après, notre but, et on y bosse beaucoup à ça, c'est d'améliorer la performance. Et en fait, tu as plein de changements. Le premier changement, c'est que plus tu vends, plus les nouveaux leads sont difficiles à aller chercher. Donc les premiers sont tombés, c'est les plus faciles. Et plus tu vas aller chercher des leads, plus c'est compliqué. Donc c'est de plus en plus compliqué. Et potentiellement, c'est aussi plus facile parce que tu as plus de notoriété de marque. Donc en gros, constamment, tu dois te dire, est-ce que je suis au bon niveau d'objectif ? Nous, on vend plus de produits, donc on veut augmenter. Donc c'est tout le temps à revoir. Et quand vous êtes au tout début, de votre startup, je pense que nous, même la première ou les 2 premières années où on est arrivé, quand j'étais sales au départ, on n'avait pas d'objectif. Donc en gros, on avait un fixe qui était très bas, on était à 22K, et après on avait des objectifs, on n'avait pas d'objectif parce qu'on ne savait pas comment mettre un objectif. Donc pour moi, il faut mettre un objectif. La première fois que vous mettez un objectif à un sales, c'est parce que vous savez donner un objectif qui est correct. Avant ça, mettez pas d'objectif, mettez un variable hyper élevé, un fixe assez bas, et bon, ça c'est vraiment le tout début, je sais pas si ça fonctionne encore comme ça, mais... Du coup, c'est toi l'étalonnage en fait, c'est-à-dire c'est sur des fondateurs, quand tu commences, en fait c'est toi qui vas vendre, c'est toi du coup qui... Et tu verras ce que tu es capable de faire et t'ajustes. Il faut pas te mettre en tant qu'étalonnage parce que le problème c'est que après, le vrai problème quand tu scales, c'est le problème des founder-led growth. Enfin, en gros, ça scale pas en founder. Donc si Vincent, Thibaut et moi on faisait beaucoup de ventes, maintenant on en fait un peu moins. Moi je continue à en faire parce que j'aime bien ça. Vince gère plutôt toute l'équipe et la structure, la strat. Moi je continue à aller, mais de manière générale, tu as un moment où il y a un peu un gap où tu peux pas fixer ce que tu arrives à atteindre parce que tu es le CEO potentiellement et le fixer à tes équipes. Donc tu es obligé de fixer un peu moins. Et juste pour rebondir sur ce que disait Vince, au début, nous on a fait un choix. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence sur le marché sales startup. C'est pas comme aujourd'hui où les salaires sont assez démentiels. Mais tu vois, moi j'ai arrivé chez Partout, j'étais le 15e. J'étais à 35 et on m'a dit Thibaut, t'es le plus loin le salaire le plus élevé de la boîte. Par contre, les variables, genre il y avait des sales qui se mettaient des énormes salaires post-études parce qu'on mettait genre 14% de com. Mais c'était un autre modèle, c'était une autre période. Aujourd'hui, je
pense que ça marcherait moins, parce que les gens, ils attendent un fixe dans les startups, et c'est une autre période. Juste une question, tu parlais de 800K en budget marketing, c'est les investissements plus les people? Non, hors people. Hors people. Ouais. Mais en proportion par rapport à notre ARR, c'est faible. S'il y avait les people Très dedans, ils faible. seraient tous à Madagascar. Ok, je vais vous parler donc des 3 piliers de la philosophie sales que j'avais mis en place chez Partout. Et ce qui est intéressant... On va rester encore 5 minutes, 10 minutes. Ouais, très bien. Non, mais je pense que c'est super. Une question, c'est top. Quoi. Ah ouais, Mais vous on me dites, pourra hein. pas finir la presse. On finira pas la presse, parfait. Mais on vous l'enverra. Attends, donc, ce que je vous propose, s'il nous reste 5 minutes, je vais vous montrer, je vais enchaîner quelques slides, je vais vous montrer les 3 thématiques et on va choisir à main levée celle qui vous intéresse le plus. Comme ça, je vais aller sur l'essentiel. Donc, il y a thématique numéro 1, 3 philosophies de la vision sales et comment je le décline. Donc, le global process, local approach, comment construire une machine sales et viser plutôt la croissance que la vente court terme. Le deuxième, c'est les concepts clés sur l'expansion internationale. Ça, je pense qu'on en a assez parlé. Définir la culture sales et quelles sont les meilleures manières de vendre. Donc, séquencer sa vente, se différencier en tant que sales, vendre à l'expertise. Bon, la méthode médic, on verra des vidéos plus tard. Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus entre les deux la culture ou la philosophie? Non, le orange, la bulle de sales machine. Ah ouais. Sales machine. Ok. Ça, tu l'as dit. Dans la sales machine, il y a quand même ce concept de global process, local approach. Pendant longtemps, j'ai essayé de le définir avec des mots-clés. Et récemment, sur ma presse de kick-off de janvier, j'ai voulu l'écrire mot pour mot. Donc, notre objectif, et toujours, etc., etc. L'idée, quand même, c'est d'avoir donc un process global unifié pour tous. On en a parlé. Une méthode sales pour tous. Et alors, le côté une méthode sales pour tous, vous verrez que à travers le temps, vous allez être parfois sur le haut de la vague et sur le creux de la vague. Donc pendant longtemps, j'ai eu une méthode de vente sales, surtout quand j'étais en direct avec les sales. Quand ensuite j'ai eu des first line managers, donc des managers entre moi et les sales, j'arrivais encore à la maintenir jusqu'à 30 personnes. Et là, en gros, ça fait 2 ans à peu près que je suis dans le creux de la vague. Le côté méthode de vente unique n'est plus du tout le cas. Les sales n'utilisent pas toujours Médic et surtout, je n'ai pas vraiment mis sur papier la méthode de vente chez Partout. Donc on a des wikis, on a des, comment on appelle ça sinon, on a des Notion, etc. On a défini le cycle de vente idéal, mais les sales le suivent moins. Donc ça veut dire que j'ai des sales qui vendent différemment selon les pays. Et donc là, mon gros travail, c'est de réunifier cette méthode de vente. Et donc là, je suis en train d'écrire une méthode de vente comme Challenger Sales, que j'appelle Natural Selling. Et ce Natural Selling, en gros, c'est... moi, je prône beaucoup la vente au naturel, parce que j'ai le sentiment que, je vous l'ai dit un peu en intro, mais les clients connaissent maintenant les techniques sales et en ont marre. Et donc, en gros, je pense qu'il faut qu'on arrête d'essayer de vendre sur un premier rendez-vous, je pose des questions pour qualifier, je vérifie le temps que le client a. À la fin, je vais lui demander comment ils se sentent travaillés, est-ce qu'ils se sentent travaillés avec nous, quel est le process de décision et quel est le timing inhérent. Je pense qu'ils en ont marre et qu'il faut essayer de renverser la manière de faire de la vente sur un échange 100% naturel. Je raconte juste l'anecdote des brise-glaces et 360. En gros, moi, quand je suis arrivé chez Partout, Vincent, il venait de Fiducial et il m'avait expliqué toutes les méthodes traditionnelles de vente. Et en gros, on faisait que des rendez-vous en physique, c'était avant le Covid. Et en gros, le concept, c'était on arrive en rendez-vous souvent en avance, il y a les cartes d'identité, les trucs, dans des groupes. Et il faut faire la méthode 360, c'est on regarde tout autour de nous et on pense à qu'est-ce que l'espace nous fait penser, des idées pour faire une idée de brise-glace et pour avoir plein de trucs à raconter. Et ensuite, donc on prend l'ascenseur et là, faut devenir pote avec la personne juste dans l'ascenseur et lui parler d'un truc. Et ensuite, on monte. Et si ce truc perdure, si dure 10 minutes, c'est pas grave. Et genre, parfois, on faisait un rendez-vous, ça devait durer 1 heure, mais pendant les 10 premières minutes, on parlait de la pluie du beau temps. Et c'était assez bien, parce qu'ensuite, quand la discussion dérivait sur Partout, puis dérivait sur le produit, et en fait, c'était hyper smooth, et c'était hyper agréable, et c'était natural selling, parce que cette phase de connexion avec le client était en vrai changée par rapport à la concurrence qui arrivait, qui disait rien, qui s'asseyait, qui disait bon, on va parler, qui faisait une présentation ou posait des questions. Alors que là, la phase de découverte, elle était enchaînée avec la phase d'apprendre à se connaître, de rigoler, de devenir pote, quoi. Et je trouve que c'est cette transition douce qu'on ne fait pas suffisamment. On a l'impression que le brise-glace et les échanges un peu informels, une fois qu'ils sont finis, on doit dire bon bah maintenant, du coup on va continuer à parler de ça. Alors que le but en fait, c'est que pour moi une phase de découverte, c'est pas des questions, c'est un triptyque de questions, apporter de la valeur sur des infos marchés et parfois donner en fait des informations sur son produit. Ce qui fait que le client
Cette phase de découverte ne devrait pas s'appeler phase, c'est juste un rendez-vous global. Et d'ailleurs, dans mon cycle de vente idéal, j'aimerais bien remplacer le mot découverte par... en gros, c'est plutôt assise. On est là pour créer une assise. Et l'assise, on l'a créée en posant les questions, en apportant de la valeur et en apportant des infos marché. Bref, donc du coup, Sales Methodology, creux de la vague en ce moment, et donc d'où l'importance de formaliser dès le début vos méthodes de vente. Et en gros, il y a 3 grandes méthodes de vente qui existent. C'est la méthode de vente sur votre produit, bon ça vous l'avez déjà, vous la connaissez, vous l'avez déjà établie. Une méthode de vente sur comment vous voulez vendre, donc il y a les officiels, Challenger Sales, Customer Centric, Command of the Message, et après il y a celle qui peut être la vôtre. Donc moi c'est celle que Natural Selling que j'ai mis en place chez Partout, que j'ai documenté, mais pas suffisamment documenté et donc qui se transmettait bien à l'oral, mais qui se transmet très mal à l'écrit. Donc il faut que je la reformalise. Et après il y a les frameworks de qualification type MEDDIC ou BE, BEDC de Up2, qui sont des méthodes de qualification d'opportunités. Ok ? Et alors la sales machine, alors ici c'est pas le principe, c'est pas de vous dire comment créer une sales machine. Je pense que c'est un peu tout ce qu'on vous a raconté un peu au fur et à mesure. C'est plutôt que l'objectif que j'ai voulu mettre en place chez Partout, c'est d'avoir une école de vente qui est reconnue. Et l'école de vente, elle se fait par les formations que vous allez dispenser à vos sales, mais aussi la manière de structurer votre équipe. Et pareil, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où on est bien structuré. Moi, ça fait 7 ans que je suis sur ce poste, et en fait, je découvre toujours l'étape d'après. Donc, il y a des moments où j'arrive à faire l'étape d'après, d'autres où je suis à la bourre, et il faut que je rattrape le temps. Et donc là, en ce moment, je fais beaucoup de calls avec MongoDB, Amplitude, Salesforce, Datadog, etc. pour comprendre comment des équipes de 400 personnes, de 400 sales font pour se structurer, parce que ça fait 1 an que j'ai pas suffisamment fait évoluer mon organisation. Donc votre organisation doit évoluer rapidement avec vos étapes de scale. Et ce que je vous conseille, c'est vous contacter des Head of Sales, des CSO, des CRO pour leur demander conseil sur l'étape d'après. La moitié vous répondront. Et donc moi j'ai juste prospecté des gars de Amplitude, Zuora, Salesforce, Datadog, ils répondent. Je pense qu'il y a une erreur à ne pas faire. C'est très difficile dans ce genre de présentation, c'est de raconter une histoire de structure de sales comme vous devriez l'avoir quand vous êtes une équipe de 20-30 personnes. Parce que c'était il y a 6 ans, 7 ans. Et donc en fait, tout ce qu'on a mis en place, faut pas vous dire faut que je mette des BDR, des AE, des CAM. Mais les CAM, on les a mis il y a 3 ans. Les BDR, on les a mis quand on faisait 3 millions. Et donc, il faut plutôt vous dire c'est quoi parler à des boîtes qui ont 20 personnes et vous en avez 5. Quand vous êtes à 20, vous parlez à 30. Enfin, et en fait, vous grossissez avec des exemples de boîtes qui sont dans le cycle d'après. Quand on nous demande, comment je structure ma boîte quand je suis 50, ben en fait, il y a plein de trucs qu'on vous dira et en fait, on les a mis en place beaucoup plus tard. Et si vous les mettez en place trop tôt, vous allez vous planter. Donc le point aussi, c'est de ne pas aller trop vite dans la mise en place. C'est plutôt de l'amélioration continue, un peu le truc de Lean Startup ou de Toyotisme. En fait, vous changez un petit truc, vous voyez si ça marche, puis vous en changez un autre, etc. Et donc partout, il n'y a pas un moment où on s'est dit on va mettre tout ça en place. Tout ce qu'on a décrit depuis le début, on l'a mis en place petite touche par petite touche en améliorant le truc. Mais pour scaler, faire une sales machine, le principal truc, c'est d'être dans l'idée d'être hyper curieux sur ce qui se fait ailleurs. Et dès qu'on parle à quelqu'un ou qu'on vient à des conférences comme ça ou qu'on lit des bouquins, vous pouvez prendre des idées là et vous les notez. Nous, c'est ce qu'on a fait à chaque fois qu'on parlait à quelqu'un, on se notait sur notre portable et Vincent nous envoyait eux ils font comme ça, ah c'est intéressant, et je disais eux ils font comme ça. Et en fait c'est comme ça qu'on a fait partout. Juste pour pas juste tracer, est-ce que là déjà il y a des questions que vous voulez poser sur le sujet? Là. Du coup vous n'avez pas beaucoup parlé des SMBs. C'est quoi la stratégie de conquête là-dessus? En fait, on t'en parle assez peu parce que moi je suis uniquement sur la partie enterprise. On a choisi justement, je pense que j'aurais pas été capable de gérer l'équipe enterprise avec des cycles de vente de 1 mois à 12 mois et des paniers moyens de 7 à 450K. J'aurais pas été capable de faire des ventes à 1200 €, tu vois. Parce que c'est vraiment une autre méthode, c'est de la masse, etc. Le seul truc que je peux te dire sur la stratégie SMB, c'est que là où on l'a fait évoluer récemment, c'est qu'une fois que notre produit est devenu plus costaud, à un moment donné, ils ont doublé le prix. On a doublé les objectifs des sales parce que la rentabilité était pas suffisante. Vince, je peux peut-être un peu plus répondre sur la partie SMBs, même si c'est pas directement moi qui m'en occupe. Mais déjà, le premier point, c'est qu'il y a un article sur Tribes, parce que Romain, donc notre Head of Sales SMBs, c'est un monstre d'organisation, de structure, et donc il pilote toute la partie SMBs, et en 2 ans et demi, il est passé de 0 à 7 millions, 6 millions d'ARR. Donc il a recruté 50 personnes, et c'est vraiment du call outbound. Il a des équipes SDR, donc comme on disait, donc il a des prises de rendez-vous et une équipe d'AE qui sont structurées par pod. Et il a écrit un article qui met environ 20 minutes à lire sur toute notre stratégie Sales SMBs. Parce qu'en gros, on me posait des questions dessus, donc un jour je lui ai dit tu veux pas écrire un article, comme ça je renvoie les gens vers cet article. Donc c'est un peu une parade. Après, l'autre truc, c'est que la différence, moi, je trouve, entre
entre partout Enterprise et partout SMBs, c'est que le pilotage est beaucoup plus sur les KPI. En fait, tu sais, tu as nombre d'appels, nombre de propals envoyés. En fait, tu es beaucoup plus sur un suivi par étape et tu es capable de calculer un taux de conversion sur chaque étape. Et en fait, comme tu es sur de la masse, tu es sur un cycle de vente qui se fait hyper rapidement. Nous, on avait la majorité de nos deals au début, c'était du cycle one shot. Tu appelles le gars, le mec il met sa CB, c'est plié. Et donc on faisait des cycles de vente de 1 heure en fait. Après, on a commencé à monter quand sur des 2000 €, tu faisais des cycles de vente sur une semaine. Mais moi, je parle aux sales SMBs. Ils n'aiment pas les cycles de vente sur une semaine. Ils détesteraient les cycles de vente sur 2 mois. Ils ont envie d'avancer. Et là, les profils aussi sont différents. On a pas mal en reconversion. Donc c'est vraiment une autre manière de vendre. Mais par contre, Romain, le truc qui est ouf avec lui, c'est qu'il met une énergie et un dynamisme et il fait beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de challenges. Genre dans les bureaux, tu avais des courses Mario Kart, ils font plein de trucs. Alors on le fait aussi avec les BDR en ce moment. Je crois que c'est un challenge Top Chef. En fait, on fait plein de jeux comme ça et ça permet de gamifier un peu le truc parce que quand tu es SMB et que tu fais de l'outbound, c'est quand même un métier qui est assez intense, assez répétitif sur certains aspects. Donc il faut à la fois les faire progresser, il faut les faire varier. Tu vois, il faut varier les secteurs d'activité pour que tu passes par à la fois des boulangers, des machins. Donc tu as vraiment toute une stratégie sur la partie SMB qui est assez différente de la partie enterprise. Donc voilà. Comment il s'appelle cet article de Romain sur le site ? Comment on a scalé SMB chez partout, un truc dans le genre. Sur Follow Tribes, tu tapes Follow Tribes, Romain Leguay, L-E-G-A-Y, et tu tapes SMBs, et il y aura sûrement un article de lui. Avec 100 personnes dans le titre. Ouais, avec 100 personnes. On a un peu moins même. Petit élément d'information. Ah oui, toi, t'as fait du SMB. C'est rentable votre truc d'outbound SMB ou pas? C'est sur le chemin de l'être. En gros, c'est vrai qu'en stratégie d'outbound pour faire cette croissance qu'on a faite, on a lancé le truc en 2022, en 2021. Donc en fait, on a fait un pic en 2022. Et après, notre principal enjeu aujourd'hui, c'est qu'on a augmenté le prix, ce qui fait qu'on est proche de la rentabilité. Mais c'est vrai que ce qu'on a fait pendant un moment, c'est qu'on s'est dit, OK, il y a un marché à prendre, il est énorme. Et on a quand même un peu financé l'activité SMBs par la rentabilité de la partie Enterprise Core. Donc en gros, partout, c'est structuré en 3 gros blocs. Vous avez l'Enterprise Core, donc Core Market, c'est France, Espagne, Italie, qui fait genre 15 millions, qui est rentable. Vous avez un deuxième truc qui est l'expansion, donc le Mexique, l'Arabie Saoudite, etc. Là, qui n'est pas rentable, mais parce qu'on ouvre des pays, et donc ça coûte un peu, et puis les objectifs des sales sont plus faibles. Et ensuite, on s'est dit, on va éclater le marché SMBs, on y allait un peu la fleur au fusil dans un monde où tout le monde nous levait, etc. Ça a bien marché au départ, on a fait comme ça, on a découvert le churn SMBs dont j'avais parlé avec Eric, qui n'est pas le même que le churn Enterprise, et aussi on s'est rendu compte qu'en fait ton coût d'acquisition ne peut pas être rentabilisé assez rapidement si tu as un panier moyen à 1 000 €. Donc on a un peu fait évoluer notre offre, on a changé notre proposition de valeur, on a fait un gros, pendant l'hiver dernier, on a fait un gros changement qui porte bien ses fruits, et là on a des meilleurs perfs en termes de vente avec un petit peu moins de sales. Nous, on est en croissance rentable depuis 2015, donc ça, on ne pourrait absolument pas se le permettre. Et donc chez nous, le SMB, c'est forcément pure inbound et absolument aucun sales. Notre premier sales, il est en 2017 chez nous. Donc. C'est sûr que si tu veux faire du SMBs outbound, il faut te dire, déjà, en fait, tu vas casser le plafond de verre de l'inbound. Parce qu'en fait, la différence entre le outbound et l'inbound, c'est que l'outbound, tu as un plafond de verre potentiel du nombre de personnes qui te cherchent, alors que l'outbound, tu vas convaincre des gens. Donc, c'est pas la même truc. Par contre, c'est moins rentable. Donc tu vas aller peut-être plus vite, mais tu vas cramer plus de cash. Nous, on s'est dit, on a un vrai business qui est sain, etc. Allons sur le marché SMBs, et il y a plein d'acteurs qui se sont cassés les dents sur le marché SMBs. Nous, on y allait un peu plus fort, mais tu vois, on est quand même hyper content de ce qu'on a fait. Et après, tu peux faire une autre stratégie, parce que le marché SMBs, tu as plein de stratégies possibles. Tu peux avoir du targeted sales, tu peux avoir du freemium, tu peux avoir, en fait, tu vois, du Brevo, enfin anciennement Sendinblue. Donc, tu vois, à un moment, c'était en septembre, Romain nous a présenté toutes les stratégies qu'on pouvait avoir, qui sont différentes. Soit tu fais du untargeted outbound, soit sur certains secteurs, type Sologer, etc. Donc, tu as un truc très verticalisé où tu es la seule marque comme un Doctolib. Soit tu fais du freemium, soit tu fais d'autres trucs. Mais on ne pourra pas t'en parler beaucoup plus que ça. Mais il avait fait plein de prêts, strat, hyper intéressant et il est excellent. La clé, c'est qu'il faut que tu aies de l'expansion. Si tu n'as pas d'expansion, l'outbound, ça ne peut pas fonctionner sur du SMB. Si tu as un modèle qui expande, ça peut marcher. Tu veux dire avec un NRR super intéressant. Voilà. Ouais. On n'y est pas. Les SMBs, le levier de négociation que peuvent avoir les commerciaux sur le prix de vente pour faire la vente, il est important ou pas, ou il y a une grosse stratégie? Non, c'est plutôt des mois offerts. En fait, la différence entre un mois offert et un mois offert, tu retardes ton ARR, alors que si tu mets un discount, ça sera renouvelé chaque année. Je sais pas si... Ouais, bien sûr, mais même sur l'abonnement annuel, un mois offert.
Je sais, en vrai, ils ont changé Tu sais, tellement les prix. deux mois offerts, c'est leur marge de négo. Ce qui fait que la première année, tu perds 2 mois d'ARR, mais par contre, l'année suivante, tu la récupères. En gros, ouais. Après, tu as plein de trucs. En fait, on a beaucoup fait varier le prix, parce qu'on a mis, on a mis de l'IA aussi, des trucs, donc tu as fait d'autres packages. Et le point important que je n'ai plus, c'est quand tu as plusieurs points de vente. En gros, tu signes un premier point de vente, ton deuxième point de vente est beaucoup moins cher. C'est genre, en fait, le premier point de vente, c'est l'acquisition, et si tu en as 2, 3, c'est genre 4 fois moins cher pour le point de vente additionnel. Donc tu as aussi des logiques d'expansion pour avoir un NRR supérieur à 100, ce qui n'est pas encore notre cas, mais on avance. NRR supérieur à 100, ça veut dire Alors NRR, c'est Net Retention Rate. Retention rate, ça veut dire que tu ne perds pas, si tu as pris 100 clients cette année et tu te ramènes 100 euros, tu gagneras 101 euros, 102 euros, 105 euros l'année prochaine avec cette même cohorte de clients. En gros, c'est que D'où l'intérêt en fait d'avoir. N'acquérir aucun client, tu continues à croître. Donc ça veut dire que même sur du SMBs, nous ce qui nous a manqué à un moment donné, c'est d'avoir une offre supplémentaire à vendre à nos clients. Parce que si tu acquiers ton client à un montant et que tu as du churn, tu ne seras jamais sur un NRR positif. Ton seul moyen, c'est d'avoir des produits à vendre supplémentaires pour venir compenser le churn des autres. Mais le team qui a réussi sur le SMB. Upsell, cross-sell, upsell sur un deuxième point de vente parce que ton restaurateur il en ouvre un deuxième. Cross-sell sur un nouveau produit, même au SMBs. Donc avant, on s'est dit package complet à chaque fois, on ne se pose pas la question. Et en fait, après, on s'est dit, bah oui, mais si jamais tu n'as pas un produit à vendre supplémentaire par la suite en upsell, tu ne viendras jamais compenser ton churn. Et donc, du coup, tu gardes un petit produit en plus pour compenser. Peut-être un autre point, le plus important sur la partie scale des SMB, c'est que sur le papier, quand tu es 2, 3, 4 sales, ça peut être rentable. Mais en fait, quand on a 40, 50, c'est beaucoup plus difficile parce que tu as des couches, tu as des coûts en fait, des coûts d'organisation, etc. Et c'est pareil pour l'enterprise, notre coût d'acquisition, il était je crois de 40% de l'ARR la première année quand on était au début, mais en fait on se comptait, enfin nous on était, moi j'étais sales avec mon associé, Thibaut, Vincent aussi, on demandait, notre coût d'acquisition il était 40%, c'était rien. Et ensuite il a monté jusqu'à 80 et en fait tu mets des coûts d'organisation, tu mets des solution consultants, tu mets des SDR, des BDR, du marketing machin et tout ce truc qui augmente. Donc quand tu prends du SMB sur le papier, tu tires ton chrome en disant voilà il fait tant, ils sont tant et hop tu tires, sauf que ça se passe pas comme ça. Donc il faut vachement faire attention dès le départ à avoir un pricing point qui soit bon. Alors c'était passionnant, il est 8h30. Voilà, Vincent et Thibaut sont absolument inénarrables, ils pourraient ne pas s'arrêter jusqu'à 1h du matin, mais je pense que vous avez tous envie de rentrer chez vous à un moment. Je voudrais juste conclure en remerciant Thibaut et Vincent 1000 fois d'avoir partagé leur expérience. Je pense que vous l'avez compris ce soir, ce que vous avez entendu là, vous l'entendez nulle part ailleurs. Si vous voulez savoir tous les secrets de comment on construit, comment on vend et comment on réussit, vous en avez eu plus ce soir que vous en avez eu probablement dans tous les webinaires que vous avez pu faire sur le SaaS. Donc remerciez-les avant de partir. Je voudrais mettre un petit mot sur Vincent, mon ami Vincent. Vous avez eu une petite brochure Fincom sur votre chaise. Fincom, c'est l'outil qui permet de mesurer votre NRR, votre rétention, votre MRR, net MRR churn, votre machin. C'est un outil que nous, on utilise chez AgroAppels. Avant, on utilisait un autre outil, ChartMogul, mais je vous le conseille pas. Franchement, Fincom, c'est beaucoup mieux. C'est plus abordable et j'ai été très mécontent de la Customer Success que j'ai eu chez ChartMogul. Je suis très content du support que j'ai chez Fincom. Je pense que voilà, vous allez être client bientôt. On y est presque, ouais, ça y est aussi. Si on a un prix En tout cas, si vous avez une boîte SaaS, jetez un œil Fincom, c'est vraiment bien foutu. Et puis ils sont sympas, ils aident à organiser. Si on est là ce soir, c'est grâce à eux. Donc voilà, je voulais rendre ce petit coup de pouce. Merci à vous, merci d'être venus. Et puis il y a plein de jambon, plein de pain, plein de trucs à boire. Et n'hésitez pas à venir voir Vincent et Thibaut si vous avez encore d'autres questions. Et merci d'avoir passé ce temps avec nous.